l'attentat contre la rédaction de Charlie Hebdo, on se dit, il y a des types qui sont en train de se faire assassiner, qui sont autour d'une table comme nous. La noblesse de notre métier, c'est d'essayer de raconter les choses telles qu'elles sont, pas telles qu'on voudrait ou telles que certains voudraient que nous les décrivions. C'est une ville véritablement qui fait 2 fois la taille de Paris, qui mourrait de faim. C'est inimaginable parce que tout type d'arme est utilisé tout à coup, du RPG, vous avez des F-16 qui passent, enfin, c'est des bons. Vous suivez, vous déambulez, et puis boum, il y a un mort, il y a 2 morts, il y a... Voilà. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Régis Le Sommier, grand reporter qui a couvert les événements et conflits marquants de notre époque. Régis, vous êtes journaliste renommé ayant occupé des postes prestigieux, notamment co-rédacteur en chef de Paris Match et chef du bureau aux États-Unis de 2003 à 2009. En 2021, après une longue carrière à Paris Match, vous avez rejoint RT France en tant que grand reporter. Suite à l'interdiction de la chaîne en 2022, vous avez lancé Omerta Media, un média en ligne et un magazine trimestriel consacré aux enquêtes approfondies, souvent ignorées par les médias traditionnels. Auteur prolifique, vous avez publié plusieurs livres sur la guerre en Irak, la Syrie notamment. Votre engagement pour un journalisme de terrain et une analyse rigoureuse est au cœur de votre travail. À travers Omerta Media, vous proposez des perspectives nouvelles et favorisez un débat ouvert et constructif. Je pense notamment à la dernière collaboration avec Carl Zero. On va en discuter. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour un entretien où vous partagerez votre parcours, vos défis, votre vision pour l'avenir des médias. Régis, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'accueillir. Je suis ravi de pouvoir creuser, explorer tous les thèmes que vous venez de décrire. Formidable. Alors déjà, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des étapes clés de votre parcours, de votre carrière, et même, j'ai envie de dire, ce qui vous a poussé vers le journalisme et le grand reporter, qui est quand même une spécificité bien particulière. Le journalisme, c'est pas une vocation qui m'est venue comme ça depuis que je suis tout petit. Je voulais écrire, non, même la passion de l'écriture non plus. Tout ça, ça s'est venu un peu par un hasard de la vie. Comme quoi, parfois, il faut pas désespérer, mais j'avais 23-24 ans, j'étais à l'IEP de Lyon. Voilà, et donc, bon, vous savez, quand on est à Sciences Po, souvent, on ne sait pas trop ce qu'on va faire après, à part dire qu'on a fait Sciences Po, quoi. Mais il y avait quand même un côté intéressant, enfin, il y avait plein de choses intéressantes, mais il y avait un côté intéressant, c'est qu'entre ma 2e et ma 3e année de Sciences Po, j'ai dû trouver un stage en entreprise. Et je partais vraiment avec l'idée de faire un stage dans une entreprise pour rendre un rapport de stage, tout simplement. Et à l'époque, j'avais un copain dont le père, que je connaissais pas du tout, je connaissais le copain, mais le père, je l'avais jamais rencontré, qui était rédacteur en chef à Paris Match. Et je me suis dit, tiens, comme je suis dans une section de Sciences Po Lyon qui s'appelait Politique et Communication, c'était assez logique d'aller faire un mois dans un magazine. Donc j'ai donc obtenu ce stage et j'y suis allé au départ vraiment avec l'idée que je rendrais ce rapport de stage avec des chiffres, avec comment ça fonctionne, l'économie, le machin, etc. Quelque chose de tout à fait scolaire. Et je suis arrivé dans cet endroit qui était que je qualifierais de maison, en fait. Paris Match, c'est une maison parce que les premières impressions que j'ai eues en venant, déjà, d'être complètement ignoré. J'étais stagiaire, ça arrive aussi à d'autres stagiaires d'arriver dans des endroits comme ça et personne ne vous parle. Ça, oui, vous faites juste les imprimantes voilà. Et le café. En l'occurrence, moi, j'avais un boulot un peu plus intéressant. On m'avait demandé de découper les dépêches AFP. À l'époque, ça arrivait sur un Roloflex. Donc, les dépêches sortaient, il fallait les couper, regarder celles qui étaient importantes. Il y avait le rédacteur en chef qui passait derrière pour pas qu'on en mette une hyper importante à la poubelle. Et il y avait 3 feuilles et il fallait que j'en donne une au rédacteur en chef photo, une au rédacteur en chef texte et une à la direction du journal. Voilà. Donc mon rôle, c'était de porter les dépêches. Voilà. Donc c'était un tout petit rôle, mais vraiment qui me permettait d'ailleurs de circuler dans le temps de mes conversations et de comprendre comment cette maison, c'est une espèce de ruche d'abeilles avec des gens qui partaient, qui arrivaient, fonctionnait. C'était un véritable mystère. Et ce qui a été déterminant pour moi, c'est de parler du grand reportage, c'est de voir des grands reporters revenir des Balkans. À l'époque, c'était les guerres en Bosnie. C'était vraiment la période 95, voilà, 91, 95. Ensuite, il y a eu les débuts des guerres en Tchétchénie.
Et les grands reporters revenaient, et comme c'est une maison, ils posaient leur sac, ils se mettaient dans une salle, la salle des reporters. Il y avait une personne qui s'occupait de la salle des reporters, je me souviens. Et nous, on était sur un siège, donc on les écoutait en fait. Ah, ça devait être Et, fabuleux. Ils vous contaient des histoires plus vraies que oui, nature, quoi. et puis des vieux reporters, des gens. Ah oui. Moi, je me souviens d'une conversation alors, qui n'avait rien à voir avec le reportage de guerre, parce que ça, évidemment, c'est ce qui va m'intéresser. Mais c'était un vieux monsieur qui s'appelait Pierre Galante, Ouais. qui était une sorte pas de chroniqueur mondain, mais quelqu'un qui avait travaillé, qui avait eu comme à l'époque de Beno Graziani, de ces grands photographes de Paris Match qui avaient côtoyé les Kennedy, etc. Enfin, vraiment, un grand monsieur du journal, et toujours très poli, et qui venait parler aux stagiaires aussi. Et ce monsieur, en fait, j'ai appris que c'était lui qui avait présenté Grâce de Monaco à Régnier. Et donc, ça avait fait l'épopée de Paris Match, en fait, si vous voulez. Ouais. Paris Match était à l'origine de l'histoire d'amour qui va donner naissance à toutes les histoires de Monaco, quoi, d'Albert, de Caroline, C'est de le Stéphanie. storytelling avant l'heure. Voilà, En fait. donc en fait, Paris Match fournissait les couvertures et les histoires, s'en faisait le réceptacle, et en même temps était à l'origine de l'histoire. Donc ça, c'était incroyable de réaliser ça. Après, il y avait donc ces grands reporters de guerre qui revenaient des Balkans, et là, très rapidement, en fait, ce qui m'intéressait, c'était pas tant ce qu'ils racontaient dans leur papier, où on sentait qu'ils étaient un peu en retenue, où il y avait quelque chose de... Paris Match était extrêmement lu à l'époque, était vraiment un journal prescripteur sur plein de choses. Donc quand un grand reporter revenait du Kosovo ou de Bosnie, on lisait, ou d'Irak après, ou d'autres, on lisait vraiment ce qu'il écrivait. Donc voilà, quelque part, je dirais que leur texte était très cadenassé, très, très intéressant, très bien écrit, etc. Mais surtout, ce qui était fabuleux, c'était les anecdotes. C'était ce qui se passe à côté, comment on y va, comment, quand on est sur place, un tel était bloqué pendant 3 jours dans une grotte, dans un truc, avec les balles qui tiraient à côté, etc. etc. Et donc, assez rapidement, quand j'ai entendu ça, quand j'ai entendu ces histoires-là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Voilà. Ça a duré, peut-être, j'ai su que je voulais faire ça. Et à travers Paris Match, j'ai su que j'allais faire ça. Parce que au départ, c'est pas garanti. Au départ, on vous met sur des faits divers en France, sur de la politique, sur voilà, des faits sociétaux, éventuellement des choses qui se passent en banlieue, éventuellement des histoires de flics. Bref, voilà. Bon, Mais ça tire maintenant en banlieue, donc. oui, maintenant, vous me direz, on en a parfois plus besoin d'aller à l'étranger pour avoir du grand reportage. C'est sûr. La guerre est venue chez nous. D'ailleurs, c'est une réflexion que je me suis fait quand il y a eu l'attentat contre la rédaction de Charlie Hebdo. Ouais. Nous, au même moment, on était en conférence de rédaction. Et je me souviens de découvrir ça. On découvre tous ça sur nos portables. Ouais. Et on se dit, il y a des types qui sont en train de se faire assassiner, qui sont autour d'une table comme nous, Ouais. dans Paris. Dans Paris, ouais. Et on se dit aussi que assassinés à coups de Kalachnikov. Et nous, les Kalachnikov, on les connaît, puisqu'on va sur le terrain, on les voit. On a aussi des copains, des camarades qui sont morts, qui se sont pris un éclat ou qui se sont pris une balle. Mais jamais des journalistes avaient été assassinés à coups de Kalachnikov à Paris. Oui. Vous voyez ? On rentre chez nous, normalement, on est sécurisé, quoi. Voilà, et c'est là où on se dit, la guerre vient à nous. Comment vous avez réagi, du coup, autour de la table ? Qu'est-ce qui s'est passé ? D'abord, en termes de sécurité, enfin, il y a eu évidemment un renforcement de la sécurité au bas du groupe, même du groupe, c'était immédiatement. Lagardère. Non, mais il y a eu une période quand même assez longue de protection. qui a été on a arrêté la conférence de rédaction. Enfin, on s'est dit, voilà, il faut qu'on suive ce qui se passe, etc., qu'on envoie quelqu'un. Donc, les réflexes habituels, sauf que ça se passait chez des confrères et ça se passait dans la même ville. Et a priori, des gens qui faisaient la même chose que nous. Sauf que, bon, eux, il y avait la question des caricatures, il y avait tout un contexte, je dirais. Mais en tout cas, c'était une des premières fois où je me disais, ce que je vois ailleurs, quand je reviens, je me dis, ouf, je suis chez moi
c'est quand même sympa d'être chez soi et on vit pas si mal que ça en France. Bah oui, Ce que je me bien dis sûr. toujours aujourd'hui. Mais quand je vais en Afghanistan 3 semaines, je reviens, je me dis c'est quand même pas mal la France, quoi. Bien sûr. Mais, euh, mais là, je me dis c'est quand même en train de changer et oui, la guerre s'invite chez nous. Voilà. Ouais, je comprends. Et justement, est-ce que c'est ce côté grand reporter, c'est une spécificité française selon vous, ou c'est une tradition qui est portée par plusieurs pays, mais est-ce que la France a une façon de faire, ou est-ce que c'est vraiment Alors, il y a eu comment on un aborde le moment. métier en Il y, a, tant que il y a- Français? il y a eu un moment, alors quand on dit grand reporter, c'est toute une catégorie qui englobe aussi les photojournalistes, Oui, qui englobe certains caméramans. Je dirais que dans les années 80, oui, Paris était la capitale mondiale du photojournalisme. d'accord. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est encore New York. Ou quelques et puis l'ère digitale a fait beaucoup évoluer ce métier, même si les fondamentaux restent les mêmes. Donc oui, il y a eu une façon de faire française dans le grand reportage, même si il y a eu des très grands reporters, il y a toujours des très grands reporters américains, des très grands reporters britanniques. Les Britanniques sont très très forts, Mhm. notamment en termes de gage d'indépendance, souvent avec un aspect critique, avec une manière d'affronter la censure aussi, puisque quand on couvre les conflits, bah, on est souvent l'objet de pression. Comme couvre tout type de journalisme, on est l'objet de pression, mais quand on est sur un conflit, il y a une narration particulière qu'on veut imposer, etc., etc. Et nous, notre rôle et la noblesse de notre métier, c'est d'essayer de raconter les choses telles qu'elles sont, pas telles qu'on voudrait ou telles que certains voudraient que nous les décrivions. D'accord. Donc Voilà. quand vous parlez de pression, c'est plutôt les belligérants quand on est sur des Oui, théâtres totalement, d'opération, bien ou sûr. des lobbies. Bah, il y a des deux. Sur les conflits récents, l'Ukraine par exemple, bah, il y a une narration particulière qui a été très fortement imposée, Mhm, voilà, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive qu'elle ne correspondait pas tout à fait à la réalité. C'est mhm. souvent le cas, hein. Au départ, il y a une sorte de pression, et c'est souvent des agences de com, d'ailleurs, ce ne sont pas nécessairement des médias en tant que tels. Après, il y a des journalistes qui acceptent de se prêter au jeu, qui ont des opinions, qui les partagent, qui sont orientés Mhm. pour un camp. Moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas du tout. Quand on est journaliste, on doit avoir un recul, on ne doit pas être politisé. Pour moi, on peut être. Vous savez, il y a plein de concepts qui sont nés ces dernières années dans le journalisme citoyen. Alors, si le D'accord. citoyen, c'est un peu orienté, mais ça a une certaine logique quand, par exemple, un événement se déroule dans une banlieue ou quelque chose, puis qu'il n'y a pas de journalistes, donc ça va Mhm. être des gens sur place qui vont fournir des infos, qui vont fournir des images, qui connaissent pas forcément les règles du métier, et puis qui vont vouloir aussi raconter ce qui se passe chez eux. Alors ça peut se comprendre. En revanche, il y a un autre concept qu'on entend régulièrement chez dans les émissions un peu branchées, quotidiens ou autres, c'est l'idée du journalisme militant. Pour moi, c'est totalement incompatible. Mhm. Comment dire, les deux activités sont louables, Mhm. mais elles doivent être séparées. Enfin, je veux dire, on peut pas être journaliste et militant à la fois. Militant, c'est forcément mettre en valeur le camp. Vous êtes payé pour mettre en valeur le camp pour lequel vous travaillez, et la personne par rapport quitte à gommer ses défauts et à mettre en avant ses qualités. Donc c'est totalement antinomique, incompatible avec une éthique journalistique où théoriquement vous devez pouvoir dire du mal, y compris de gens que vous aimez bien. Oui, je comprends, Voilà. bah, évidemment. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est tellement dans le sensationnalisme ou Ouais, l'infotainment, pour oui, le dire avec un anglicisme, mais avec un bon accent français quand même, ouais, ouais. que malheureusement, pour attirer, parfois, on cherche à faire du sensationnel, quitte à biaiser en fait la réalité Oui, ou des faits, quoi. à passer sous silence des pans entiers, mettre en valeur. Non, mais c'est très facile, hein, c'est très facile. Moi, Vous l'avez vu, ça, personnellement, au sein de la rédaction? quand je travaillais à Ouais. Paris Match, c'était un peu différent parce qu'on avait quand même cette espèce de. Parce que vous êtes resté très longtemps, quand Ouais, même, ouais, ouais, finalement. je suis resté 27 ans à Paris Match, ça correspond Ah oui. à peu près à la moitié de mon existence, vous voyez. C'est Parce que, incroyable. Et puis, voilà. en plus, parce que je ne me rends pas compte, mais quand du coup, vous avez couvert beaucoup de conflits au Moyen-Orient, c'était à quelle fréquence vous partiez, vous reveniez, vous restez combien de temps sur place? Comment ça s'est Écoutez, passé? moi j'ai couvert les principaux conflits, on va dire, des 15 dernières années.
l'Irak, l'Afghanistan, la Syrie, L'Irak, qu'est-ce qu'il y a eu comme Mali. information Ouais. falsifiée Oui, c'est oui, quand oui. même, L'Irak, c'est l'exemple pour moi qui reste le plus, enfin, pas le plus marquant, mais je l'utilise souvent pour, comment dire, essayer de mettre les choses au clair par rapport à certaines assertions, certaines façons de couvrir des conflits. L'Irak est une guerre qui a été vendue véritablement au peuple américain sur la base d'informations mensongères. On le sait complètement. Euh, déclaration de Bush d'ailleurs voilà, donc si vous voulez, récente qui voilà. dit qu'en fait il n'y avait pas d'armes de destruction massive. On se souvient tous de la petite Oui, fiole oui, aux Colin Nations Powell. Unies, exactement aux Nations Unies, Oui. où en fait tout Mais ça il n'y a pas de conséquences, un si vous spectacle voulez. quoi, en fait. Moi, j'ai eu l'occasion d'en parler à Colin Powell, que j'ai interviewé Mais plusieurs oui, fois. c'est ce que j'ai vu. Voilà, faut que vous Et nous racontiez Colin aussi. Powell, je racontais, enfin, me disait, admettait de façon très lucide qu'il s'agissait du point le plus, the lowest point of my career, il m'a Oh dit. là, Voilà. c'est quel aveu. Donc C'est voilà. incroyable. Mais en même C'était en quelle temps, année que vous l'avez interviewé? je l'ai interviewé, j'ai fait une tournée diplomatique avec lui. Et je l'ai interviewé au département d'État. Ça devait être autour de 2006-2007. Ah oui, donc Juste, j'ai fait sa dernière tournée diplomatique avant qu'il soit remplacé par Condoleezza Rice. d'accord. Je crois que c'était 2008 au State Department, enfin au Ok. département d'État, pardon. Et Powell, voilà, j'avais eu l'occasion de lui poser cette question. Donc il a fait cet aveu, mais au-delà de ça, il n'y a aucune conséquence, quoi. Il n'a pas été jugé, il n'y a pas eu de commission d'enquête, il y a eu des auditions au Sénat, etc., etc. Mais un personnage comme Bush ou un personnage comme Cheney ou Feu Rumsfeld, puisqu'il est mort aujourd'hui, n'ont jamais été inquiétés, ni Tony Blair pour la campagne de com qu'il a faite autour de cette guerre en Irak pour essayer justement de forcer les alliés européens à rentrer dans le conflit. Donc tout ça, c'est quand même un conflit d'extrême importance, puisque les conséquences par cascade de l'Irak sont absolument incroyables pour le Moyen-Orient. Quelque part, on peut trouver comme origine le conflit irakien pour la naissance de Daesh, par exemple. Donc cette propagation et cette fulgurante de l'idéologie radicale islamiste, elle est due quelque part aussi à l'ostracisation, on va dire, de la communauté arabe sunnite irakienne. C'est une sorte de vengeance de Saddam. Voilà, c'est qu'on peut le considérer comme ça. Donc s'il n'y avait pas eu cette guerre en Irak, je vous dis encore une fois, vendue avec des informations mensongères et déclenchée illégalement, il n'y avait pas de mandat particulier. Les États-Unis ont tenté, etc. Ça n'a pas fonctionné, donc ils y sont allés avec ce qu'on a appelé. Ça m'a mis la puce à l'oreille quand j'ai entendu, quand j'ai vu une dépêche en anglais sur l'initiative que voulait lancer Emmanuel Macron en Ukraine. Le terme utilisé, c'était Coalition of the Willing. Et Coalition of the Willing, c'est exactement le terme utilisé par George Bush pour l'Irak. Ça veut dire, en général, quand on utilise Coalition of the Willing, ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont willing, vous voyez. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il faut mettre en valeur qu'il y en a un certain nombre qu'on a, Oui. et que, en Ceux gros, qui c'est veulent. les braves. Bon, et là, en l'occurrence, c'était un peu le même problème, puisque même la Pologne, je crois qu'elle n'était pas très chaude pour Oui. envoyer des troupes. Les pays baltes étaient à fond, et Emmanuel Macron l'était. Alors, je ne sais pas s'il s'est ravisé depuis, il s'est passé beaucoup de choses. C'est Lénine qui disait, parfois, en une décennie, il se passe rien, et puis en une semaine, il se passe plusieurs décennies. J'ai l'impression qu'on est plutôt dans un cycle aujourd'hui comme celui-là, mais en tout cas, voilà. Donc pour revenir à cette guerre me paraît fondamentale. Il y a un diplomate libanais, Rassam Salamé, le père de Léa Salamé, qui avait fait un article dans Le Monde au moment de la guerre en Ukraine, et il avait utilisé pour l'invasion de l'Irak, il disait, c'est la dérégulation de la force. C'est-à-dire qu'avant cette invasion de l'Irak, les États-Unis avaient peu ou prou critiquable sur plein de niveaux, le Vietnam, etc., mais représenter une sorte de force morale pour le monde entier. Et à partir du moment où les États-Unis se mettent clairement à conduire une guerre illégale pour leurs intérêts,
il ne faut pas s'étonner que la Russie fasse de même, que l'Iran décide de faire de même, que l'Azerbaïdjan décide d'invahir le Karabakh en disant c'est à nous. Oui, c'est une Finalement, il n'y a fuite plus en avant, en de fait. Il n'y a voilà. plus de règles. Et il y a plus, et à partir du moment où la superpuissance principale se conduit comme un État dit voyou, Mhm. aussi le C'est terme c'est utilisé, ça, eh exactement. bien, la dérégulation de la force, elle est totale. C'est-à-dire que Mhm. le monde, de facto, est éclaté, Mhm. et on revient avec les pôles, les différents pôles dans le monde, un monde multipolaire qui tisse des alliances différentes. On n'est plus dans le monde hérité de 45 ou de post-guerre froide, c'est-à-dire de 91 en fait. Donc voilà, donc je pense que là, ouais, l'Irak a eu cette importance et a eu un retentissement considérable. Bon, après, il y a plein d'autres conflits que j'ai eu l'occasion. La Syrie, ça a été des conflits. Enfin, aucun conflit n'est agréable, mais il y a toujours comment ils ont tous leur spécificité. Chaque guerre est très différente. Mais ce que je remarque aussi, c'est que bien souvent on les oublie, ces guerres, et elles durent, et on s'en rend pas toujours compte. Là, j'ai eu l'occasion d'aller en Bosnie récemment. 30 ans après la guerre, ben, les cicatrices sont toujours là. Donc, Bien sûr. une guerre, elle s'arrête pas comme ça, quoi. Voilà. Puis c'est éloigné de la France, donc on ne se rend pas forcément compte. Tout à fait. Alors j'ai deux questions, parce que c'est passionnant ce que vous nous racontez, et vraiment merci de le faire, parce que Mmh. Je pense que ça va plaire à ceux qui Mmh. nous écoutent. Premièrement, est-ce que vous, lorsque vous étiez à Paris Match, je pense là particulièrement, ce que vous les avez cités, donc guerre en Irak, guerre en Syrie, vous avez eu le sentiment vraiment d'avoir les mains libres et de pouvoir raconter réellement ce qui se passait sur place? Ça, c'est la première question. Mmh. Et puis ensuite, vous nous parlerez, du coup, en fonction de la réponse que vous avez donnée, des dirigeants que vous avez pu interviewer aussi. Mais donc déjà, est-ce que Ouais. vous, à Paris Match, lors de ces conflits-là, vous avez eu la capacité vraiment de faire remonter les informations du terrain en toute transparence, quoi? Moi, je l'ai fait quand moi, j'ai jamais été censuré. Je dirais, je me suis jamais auto-censuré par rapport à ce que je voyais ou ce que j'entendais sur les théâtres d'opération pour ce qui est des guerres. Quelque part, paradoxalement, c'est plus facile que quand on couvre la politique en France, par exemple, Mhm. où forcément on est obligé d'avoir des liens avec Tel les ou tel partis, camp, bien sûr, voilà, pour et infiltrer les forcément une réseaux. sensibilité, Ouais. et on est identifié comme tel. Mm. Ou alors on représente une sorte euh, d'ectoplasme centriste, et ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Enfin, voilà, la politique, c'est très différent, c'est plus compliqué à mon sens que de couvrir des conflits. Après, il faut bien faire attention que C'est étonnant, ça. C'est-à-dire que c'est plus compliqué oui, oui, je pour pense. quelqu'un qui a eu des balles et non pas des balles Oui, de mais tennis qu'on fusait à ses oreilles, c'est quand même c'est non, mais intéressant. c'est plus compliqué, oui. Enfin, c'est plus compliqué du point de vue de la réception des articles. D'accord. Nous, on a le bon rôle quelque part. Mhm. On va sur le terrain, on poursuit un idéal ou quelque chose. Moi, je sais que je l'inscris un petit peu personnellement dans ce qu'a pu faire mon père. Mhm. Je viens d'une famille de militaires, donc quelque part, le journalisme de guerre, c'était une sorte de prolongation avec une certaine liberté aussi, Mhm. c'est-à-dire qu'on va dans des endroits où on devrait jamais aller. Bien sûr. On parle à des gens à qui on devrait jamais parler. Ça aussi, il faut faire très attention, ne pas épouser des causes, parce que ça, j'ai vu aussi ce Ben oui, travers, ça a dû notamment arriver, les effectivement. Kurdes, par exemple, qu'on avait encensés, qui sont très louables, hein, mais il y a certains journalistes qui sont un petit peu trop rapprochés de leur sujet, et il faut toujours essayer de rester dans une idée qu'on est là pour reporter, et qu'on n'est pas là pour prendre fait et cause, où on n'est pas là non plus. Et j'en reviens à ce que je disais tout à Mhm. l'heure sur le distinguo Mhm. entre journalistes et militants, Mhm. et ne pas glisser justement dans la trop grande compassion qui peut arriver, hein. On peut avoir des sensibilités. Il y a des peuples, par exemple, il y a des peuples qu'on aime plus que d'autres, Mhm. qu'on a habitué à. Moi, je sais qu'en Afghanistan, j'aime beaucoup les Hazaras, par exemple. Ouais. C'est un peuple
d'origine asiatique qui a souvent été persécuté par les talibans, qui sont d'une gentillesse incroyable. Et c'est un peu comme les Kurdes. On ne comprend pas très bien pourquoi ces peuples, tout à coup, deviennent... enfin, pas tout à coup, mais depuis très longtemps, sont l'objet d'attentats épouvantables de la part des talibans, c'est la majorité pachtoune, Mhm. alors que ils sont plutôt très accueillants, plutôt. Enfin, voilà, on développe forcément une vision des choses bon, on s'aperçoit de choses et puis bah, c'est la nature de l'homme fait que c'est comme ça, quoi. Voilà. Mais comment vous faites justement? Parce que pour ceux qui ne connaissent pas forcément le métier, moi c'est mon cas, hein, je ne connais pas non plus spécifiquement, Mhm. même si j'ai fait mes recherches. Mais donc vous partez par exemple en Afghanistan, la mission elle dure combien de temps? Parce que c'est carrément une mission en fait, hein. Oui, Vous restez combien de temps sur place en ça dépend. moyenne? C'est quoi? C'est plusieurs semaines? Ouais, ça va faire pour des sujets comme l'Afghanistan, c'est minimum 2 semaines. D'accord. Voilà. Donc, Après, ça peut durer entre 2 semaines et un mois. d'accord. On part moins longtemps qu'à une époque. À une Ok. époque, les grands reporters pouvaient partir plusieurs mois. D'accord. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Et donc, du coup, forcément, pendant cette période, vous pouvez tisser des liens Bien avec sûr. les Et vous populations en tissez, locales bien et sûr. vous en tissez. Bien sûr. Et en plus, vous revenez, j'imagine, parce que lorsque vous êtes Oui. sur Internet, vous faites des allers-retours en C'est réalité. ça l'intérêt aussi, c'est quand vous êtes attachez à un pays comme l'Afghanistan, vous devenez spécialiste du sujet. Il n'y a pas beaucoup de gens qui couvrent l'Afghanistan, surtout en ce moment. Quand vous y allez, moi j'ai eu l'occasion d'y aller la dernière fois, sous gouvernance talibane, donc c'est particulier Mhm. encore. Beaucoup de choses ont changé, il n'y a plus les Américains, il y a plus, enfin il y a plein de choses qui sur le terrain changent. Et bah, comment vous arrivez à vous en tirer? Parce que vous avez déjà des liens qui sont toujours là. Vous avez toujours des gens qui sont toujours là, euh, qui vont vous aider, qui vont... bon, sur la question du mystère du grand reportage, parce que souvent vos questions me sont posées, il n'y a pas... en fait, il n'y a pas vraiment de règles. Il y a quelques règles de base, des choses qu'il faut intégrer. Ne pas tomber amoureux, par exemple. Ne pas tomber amoureux, c'est une bonne question. Ça peut arriver, ça peut arriver. Non, j'y pensais pas à ça, non, Vous savoir pouvez toujours. parler de vos collègues, hein, par exemple, hein, qui peut-être Oui, sont tombés ou, amoureux oui, et... ou des collègues aussi qui ont adopté des enfants. Enfin, Oui, ah oui, ouais, ouais, c'est arrivé. c'est arrivé, bien Ouais, sûr. d'accord. Mais parce que effectivement, on a une proximité De avec des fait. gens qui sont. Mais moi, je pense toujours il faut garder au maximum une certaine distance. Vous savez, Mhm. quand vous avez des enfants vous-même, hein, que vous voyez des enfants dans la souffrance, c'est extrêmement difficile à vivre. C'est extrêmement difficile et donc il faut se faire une carapace. Ça peut paraître. Ça va être très dur, ça. Il doit y Oui, avoir c'est très, une très dur. espèce de choc Très, très dur. post-traumatique. Moi, je me souviens d'une époque, c'est pas des chocs post-traumatiques, mais mon fils devait avoir 4-5 ans à Mhm. l'époque, et j'ai passé pas mal de temps à l'époque, c'était Alep, Mhm. au moment de la guerre. Et, euh, et Alep était une ville ravagée, qui était bombardée toutes les nuits, et une ville vraiment où la population, bon, à l'époque où on y était en tout cas, ça a changé depuis, même si la reconstruction de la Syrie est quand même très compliquée. C'était une ville véritablement qui fait 2 fois la taille de Paris, qui mourait de faim. Enfin, mourait de faim, c'est-à-dire il n'y avait Ouais. pas à manger à Alep. J'ai assez rarement vu une ville entière comme ça, où il y a des voitures qui circulent, les commerces sont ouverts, mais on mange un repas par jour. On prenait quelques œufs le matin, quelques olives, et puis on partait et on arrivait à attraper un shawarma le soir dans le quartier Mhm. arménien. Voilà, on mangeait rien. Et comme la population, il n'y avait rien à Mhm. bouffer. Et du coup, ce qui était impressionnant, c'est qu'il y avait la nuit, quand la nuit tombait, et je me souviens d'être arrivé dans une rue à la sortie d'un café où on avait été prendre un thé, on avait un rendez-vous dans un café. On arrive, la nuit tombe brutalement, vous savez, dans le Moyen-Orient, c'est souvent le cas. Et là, il y a des hordes d'enfants errants, sans parents, qui commencent à débouler, Mister, 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 et ils vous touchent.
Et là, vous regardez les mains des enfants, c'est exactement les mêmes que les mains de votre enfant. Et là, c'est terrible de voir ça. C'est terrible parce que Ils vont faire des vous n'allez pas cauchemars. sauver 30 enfants. C'est pas Ah, bien possible. sûr. Vous pouvez rien faire. Parfois, vous en voyez qui dorment dehors, qui sont habillés. Vous savez, c'est le même impact que tout le monde a pu avoir quand ils ont vu le petit Elan sur la plage. Vous savez, c'était La cet une, enfant bien sûr. kurde d'origine et qui a voulu embarquer et qui s'est noyé. Il était habillé avec un petit short, un short bleu, je crois, et un polo rouge. Et il avait une tête de. Enfin, il était mort comme ça, juste posé sur le sable. Et on aurait dit un petit écolier. Et c'était juste au moment. Et c'est pour ça que cette image a eu un impact énorme. C'était juste au moment de la rentrée des classes. Et je pense que Mmh. auprès des gens, les gens ont pu s'associer en se disant mais attends, les réfugiés, comment les migrants, c'est pas simplement Ah des bah mecs oui, ça a été fait qui viennent. sciemment, bien sûr. Bah, ça a été fait sciemment, disons que la photo a existé et que la photo Oui, oui. parfois peut avoir Oui, un oui, effet bah, démultiplicateur et bien sûr. changer des perspectives. Donc parfois la photo peut exister, comme ça elle peut. Ah oui, non, Et nous, ce qu'on bien vit sûr. dans les reportages, c'est que oui, on a notre expérience personnelle, mais aussi on est face à des situations absolument tragiques, parfois. Et comment on se remet de ça justement? Parce que ça va être, Bah, des images même qui doivent il faut, je vous vous dis, hanter, quoi. arriver à vous carapassonner. Ah oui, d'accord. Sinon, c'est la porte ouverte Ah bah oui. au syndrome de stress post-traumatique. Ouais, ouais. Euh, moi, je dis toujours, voir des cadavres, c'est pas bon. Bah, un cadavre, il est mort. Il n'y a pas Mmh. rien qu'on peut faire pour lui. En revanche, voir quelqu'un mourir ou être Mmh. témoin ou assister à ça, c'est quelque chose de très, très difficile. C'est vraiment Et c'est ça. quelque chose d'assez absent dans nos sociétés, occidentales, en tout Bah, cas parce que la modernes. mort n'existe plus. Ah Bon, ouais, enfin, ou en tout elle cas, est ouais, elle est parce qu'elle est en EHPAD, elle est à elle est en EHPAD l'hôpital. ou alors elle est ultra violente, mais c'est dans l'actualité, c'est comme un film qu'on regarderait. Tant que ça Voilà, ne nous touche pas, la mort n'existe pas. voilà. Là, on est dans des sociétés où la mort est quotidienne, Mmh. où elle n'est pas une donnée inconcevable, elle provoque du chagrin, mais elle fait partie de la vie. Chez Mmh. nous, elle fait plus partie de la vie. Oui. Donc, il y a aussi cette notion que nous, on a un rapport de plus en plus ténu. Alors pas partout, puisqu'il y a aussi une sorte de renouveau de la tradition en France, mais on a un rapport ténu, nous, à l'histoire. Mmh. C'est-à-dire qu'on a tendance la jeunesse en particulier, à ne plus à laisser l'histoire s'effilocher. Et quand on va là-bas, que vous allez par exemple passer 15 jours avec une unité russe dans le Donbass en plein mois de janvier, comme je l'ai fait là cette année, vous êtes face à des gens, dès que vous discutez avec eux, vous comprenez qu'ils connaissent parfaitement leur histoire. Mmh. C'est-à-dire que nous, on tente d'oublier notre histoire et eux vivent dans le passé. Donc ça fait un clash, quoi, vous voyez. Bien sûr. Donc l'ultra-modernité que proposent nos sociétés par rapport aux sociétés traditionnelles, le clash est évident. Et le clash peut arriver chez nous aussi. Mmh. Quand vous avez des Afghans qui errent en France sans papier, etc. Moi, j'avais été invité sur CNews pour parler d'une affaire qui s'est passée à Bordeaux à la fin du Ramadan, Mmh. où un Afghan a pris un couteau, a vu deux Algériens qui buvaient de l'alcool Mmh. et les a poignardés. Là, clairement, le clash, il est là. Mmh. C'est-à-dire que pour lui, une société où on boit de l'alcool dans la rue alors que l'iftar, la rupture du jeûne n'a pas eu lieu, c'est un crime, quoi. Mmh. Donc il faut qu'il fasse quelque chose. Vous voyez, donc, Quand même donc du multiculturalisme pour le coup. multiculturalisme, et quand je dis la guerre s'invite chez nous, il Oui. n'y a pas que la guerre. Il y a aussi des éléments de comportement qui sont propres à des sociétés traditionnelles, qui ne sont pas du tout en phase avec les nôtres. Donc ça crée un conflit. Et donc, d'où le conflit. Conflit que vous n'avez pas du tout en Afghanistan, parce que même avant le retour des talibans, vous ne pouvez pas avoir de comportement comme ça dans la Oui, rue. c'est une société assez homogène en fait, en réalité. Homogène, puis avec des polices politiques, avec des relations sociétales qui sont extrêmement dures, mais Mmh. qui sont admises, voire glorifiées. Mmh. Les talibans ne sont pas venus, se sont pas imposés sur la Oui, société afghane. oui, Ils oui. sont venus de la société afghane, Mmh. et en particulier de la paysannerie. Voilà. D'accord, OK, passionnant. Et donc du coup, effectivement,
il y a ce recul que vous avez, parce que vous constatez, j'imagine, les évolutions de la société française au vu de ce que vous avez Oui, vécu en théâtre d'opération. Et ouais, donc, du coup, vous constatez cette importation de certains conflits bien sûr. et des comportements que vous avez vus sur place qui arrivent Oui, aujourd'hui en France. Donc, ça doit forcément vous faire un choc. Est-ce que vous êtes inquiet vous m'avez dit tout à l'heure que vous aviez des enfants. Et comment vous voyez l'évolution, justement, de la société française au vu de ouais. cette importation du conflit? Alors, le fait d'avoir des enfants, effectivement, Ça fait réfléchir. ça fait réfléchir. Et puis aujourd'hui, l'éducation est un défi. C'est Mmh. pas simplement. Euh, Déjà à l'époque de nos parents, bon, toute éducation nécessite un effort Mmh. particulier, mais je dirais que l'éducation aujourd'hui nécessite encore doublement un effort parce que les influences extérieures peuvent être complètement néfastes et peuvent être surtout contre-productives par rapport à ce qu'on enseigne à l'enfant. Il y a des parents qui se découvrent tout à coup que leur enfant évolue dans une sphère à laquelle ils n'avaient Mmh. aucun accès. Il y a Les téléphones portables sont des fenêtres ouvertes vers complètement. des environnements qu'on maîtrise Et absolument pas. deux choses sur les téléphones Mmh. portables. Tout à fait. Comment je vais dire, un bien de consommation qu'on offre à nos enfants. Mmh. Quand nos parents nous faisaient des cadeaux, ils connaissaient le cadeau. Ils savaient comment faire fonctionner un train Oui. électrique, par exemple. Quand des amis appelaient à la maison, il y avait un seul téléphone. En gros, le groupe d'amis avec qui on était en contact, on pouvait être en contact avec des amis que nos parents ne connaissaient pas, mais Mmh. c'était plus rare. Avec un portable, évidemment, c'est beaucoup plus difficile. Bien sûr. Donc, ça complexifie les choses. Ça ne veut pas dire qu'il faut surveiller nos enfants. Au contraire, il faut les mettre dans des dynamiques où ils sont capables d'affronter le monde, d'affronter le réel. Moi, je pense qu'il ne faut surtout pas les coucouner. Il faut au contraire Il leur faut les montrer que la préparer, vie ouais. est dure et les Mmh. préparer. Mais ça demande aussi voilà, un vrai investissement, une vraie présence. Et oui, pour ce qui est de l'évolution de notre société, malheureusement, oui, notre société est devenue d'un monde cohérent, une somme d'agrégats comme ça, où chacun a tendance à se faire sa société, à évoluer avec son univers, etc. Et des univers qui ne sont pas toujours compatibles les uns avec les autres. J'imagine que du coup, quand on est reporter, on doit apprendre à être agile. Vous allez comprendre où je veux en venir. Donc, du coup, être capable aussi d'éduquer nos enfants dans cette capacité à voir venir Mhm, l'inconnu mhm, et comme on le disait, hein, la porte ouverte mhm. vers des inconnus, le monde. Est-ce qu'il y a des enseignements que vous avez tirés Oui. de théâtre d'opération ou de personnalités, je pense à des chefs d'État notamment, de régions en guerre? Alors, des enseignements, je vais vous dire un enseignement global qui est important par rapport à l'attitude qu'on peut avoir par rapport à l'étranger, entre guillemets, ou la personne qu'on ne connaît pas. C'est que souvent, cette personne, même quand elle est dans son pays, que vous lui rendez Mhm. visite chez elle, a autant peur de vous que vous avez peur d'elle. Mhm. Souvent, on s'imagine, ah oui, le type, il est habillé, voilà, il a sa Kalachnikov. En fait, il vous voit à la fois avec envie, il y a des quiproquos, parfois vous sortez une référence, le mec connaît, hop, il a 3 mots d'anglais, vous allez essayer de trouver, ça c'est vraiment un truc magnifique avec l'être humain, c'est il y a toujours cette volonté, même avec les types les plus, parce que j'ai traîné avec des assassins Ouais. des gens qui ont tué, mais il y a toujours dans le rapport avec quelque chose de totalement étranger, c'est-à-dire soit nous qui arrivons chez eux et soit eux qui viennent à nous, l'idée qu'on va chercher une humanité commune. Mhm. On va essayer de se dire, tiens, ah oui, il y a ce truc-là, ah, et puis Ouais. ça va faire rigoler, et ça va briser la glace. L'animal social qu'est l'être humain, quoi. C'est Exactement. incroyable. Et ça, Mhm. c'est C'est incroyable, c'est universel, très en fait. positif. C'est Mhm. très, très positif. En revanche, l'autre aspect, et ce que j'ai toujours remarqué, c'est qu'il faut toujours se faire respecter. Mhm. Il ne faut pas baisser la tête, il ne faut pas faire oui, oui, s'il vous plaît, etc. Il faut respecter le mec parce qu'il Mhm. est hiérarchiquement, et par exemple, reprendre les Afghans, en fait, le principe, quand on va avec un groupe d'Afghans, Pashtun ou Hazara ou autre, Mhm. euh, il y a une hiérarchie dans ces groupes, et donc vous allez être sous le principe du seigneur de guerre. Et Mhm. le seigneur de guerre, c'est lui qui règne sur la zone dans laquelle vous allez être. Et vous allez être sous la protection de ce seigneur de guerre
eu égard à des codes qui s'appellent le Pashtunwali, Mhm. qui sont des codes qui remontent bien avant l'islam, par exemple. D'accord. Et donc le Pashtunwali vous oblige, les talibans, n'importe quel Afghan d'ailleurs, à donner l'hospitalité. C'est ce dont avait bénéficié Ben Laden quand Mhm. le Mollah Omar l'a accueilli. Il y avait le serment, la baïa que Ben Laden a fait au Mollah Omar, un serment d'allégeance quelque part, ce qui est plus des notions féodales. Mais là, le Pashtunwali, c'est l'idée de la protection. Et quand vous êtes avec un seigneur de guerre, vous êtes sous la protection de ce seigneur de guerre. Et ce qui arrive souvent en Afghanistan, c'est que vous allez vous retrouver tout à coup, par votre itinérance, par le chemin que vous allez prendre, dans une zone où vous n'êtes plus du tout sous protection. Parce Mhm. qu'il n'y a pas de seigneur de guerre, ou c'est un autre seigneur de guerre qui n'est pas au courant. Et c'est comme ça que vous pouvez être kidnappé. Il peut y avoir conflit entre deux seigneurs de guerre, l'un étant plus important. Ça a failli nous arriver, ça, on ne s'en est même pas rendu compte. C'est notre fixeur qui s'est rendu compte qu'on allait, Donc, fixeur, pour ceux qui ne savent pas, c'est celui voilà, qui prépare un peu le terrain, c'est ça? qui est là-bas, qui est quelqu'un qui est un habituel, et à qui on fait confiance, qu'on rémunère aussi Mhm. pour nous aider à déambuler, à D'accord. trouver les histoires sur place, à nous mettre en contact avec les personnes avec qui on a besoin d'être mis en contact. Compris. Et voilà, et le fixeur aussi, il a une connaissance du terrain, Mhm. des coutumes, des us et coutumes. Et là, oui, dans un reportage en Afghanistan, Mhm. on s'est retrouvé dans une situation où il y avait c'était juste avant la chute de Kaboul, il y avait un partage d'armes qui avait été saisi à l'armée afghane. Les talibans de toute la région venaient récupérer du matériel, matériel moderne, américain, matériel soviétique, il y avait de tout. Et là, tout à coup, il y a eu un vent de panique, on n'a pas compris pourquoi. Notre fixeur nous a dit on part tout de suite, parce qu'il y avait un seigneur de guerre plus important apparemment que Celui celui, qui était en place. et il fallait absolument pas qu'il nous C'est voie partout où parce ça qu'il fait. n'avait pas donné son accord pour qu'il y ait des D'accord. journalistes. Enfin, voilà, ça fait partie des. Vous me demandez comment ça se passe sur Mhm. place. Voilà le genre de choses, de mésaventures qui peuvent Et vous arriver. vous-même, ça vous est déjà arrivé de risquer pour Oui, votre vie alors de dire risquer cette la vie fois-ci, j'ai eu chaud, quoi. sur les histoires de reportages. Il y a des. D'ailleurs, si nos auditeurs veulent regarder un certain nombre de documentaires que j'ai fait Mhm. sur la Russie, sur la plateforme Omerta. Bien sûr, Là, il y en vous a allez plein. nous parler de Voilà, cette aventure Omerta, c'est voilà, évident. Là, voilà. ça, c'est Donc clair. là, sur les conditions, ligne de front, Donbass, froid, chaud, enfin bref, il y a plein de choses. Mhm. Mais Ah, c'est marrant parce que c'est assez récent finalement, donc c'est là où vous avez eu le sentiment d'avoir pris le plus de risques finalement. Omerta, j'ai pris quelques risques pour Omerta. J'ai pris beaucoup de Ah, risques aussi avant pour Paris Match. Non, le plus, ouais. c'était pour Paris Match. Bataille de Mossoul, Alep, Mhm. également pour Canal+, sur les talibans. Là. Donc, le documentaire, d'ailleurs, est toujours accessible sur la plateforme MyCanal. Mhm. Il s'appelle Kaboul, au cœur des talibans. Donc, si vous D'accord. voulez regarder, il y a d'ailleurs quelques extraits, quelques scènes qui montrent comment on vit dans des situations où on tombe dans une embuscade, comment ça se passe. Il y a notre caméraman qui est là, qui filme, Mhm. et tout à coup, c'est le chaos. Quoi. Et Voilà. c'est là où vous avez eu le Non, plus c'est pas de le difficultés. plus. Le plus, je pense que c'est C'est la une. la bataille de Mossoul. Oui, Ouais. c'était terrible. Qu'est-ce qui s'est Euh, passé? la bataille de Mossoul, c'est même très difficile. Vous savez, il y a des moments où on vit des choses, Mhm. euh, on les écrit en revenant, Mhm. on les raconte, mais en fait, on se rend compte qu'on n'arrive pas à les raconter. Bien Quoi. sûr. On n'arrive pas à les raconter parce que sur le coup, c'est tellement intense, ça vous dépasse tellement. Votre vie est un espèce de petit fétu de paille qui peut être balayé comme ça par une pichenette et c'est terminé. Et là, c'est de la peur intégrale, vous voyez, Mhm. et vous êtes obligé de suivre le mouvement parce que vous êtes avec une troupe qui monte à l'assaut d'un quartier, en l'occurrence pour Mossoul. Vous êtes avec cette troupe et la troupe ne vous regarde même plus. Limite, vous êtes gênant dans le dispositif parce que vous n'avez pas d'armes. Donc en fait, tout Oui. est voilà. Et en fait, donc si vous tombez ou si vous euh, Balayé quoi. alors, Terminé. c'est pas ça, c'est l'armée irakienne. Donc, je pense que si on avait pris une balle, on aurait été secouru. Mais voilà, vous suivez, vous déambulez, et puis boum, il y a un mort, il y a deux morts, il y a voilà. Et Donc, c'est inimaginable parce que tout type d'arme est utilisé tout à coup, du RPG, vous avez des F-16 qui passent. Enfin, c'est dément, dément.
D'accord. bataille de Du coup, Mossoul. pour en avoir pour en découvrir un peu plus, Mais regardez le reportage. la ligne de front, la ligne de feu en Russie, c'est dément aussi. Ouais. Là, pour le coup, c'est C'est une guerre de tranchées en plus. guerre de tranchées. Donc, C'est vraiment voilà. dur, quoi. Mm. Psychologiquement, on Et tient les duel positions. d'artillerie hyper Ouais. intense. Et certaines fois, je me suis dit, pas très longtemps, mais je me suis dit que j'avais vécu où ça se rapprochait de ce que probablement avait vécu mon grand-père à Verdun. Voilà. D'accord, c'est ce qui est Voilà. assez dingue d'ailleurs parce que du coup, sans évidemment vous enfoncer, vous avez quand même une carrière Oui, qui est bien avancée. oui. Et là, vous parlez de reportages du coup assez récents Mhm. sur les théâtres d'opération Oui. qui ont lieu en ce moment. Et on pourrait se dire, bah, avec le recul, l'expérience maintenant, voilà, la fameuse expression, je suis un peu briscard, donc je connais les ficelles, machin. Et en fait, Ah pas non, pas du forcément parce tout. que les conflits Ils sont évoluent tous et différents. tout est Puis différent, quoi. Ça là, doit là, être le perpétuel truc renouvellement, quoi. terrifiant, c'est les drones. Oui. Ah Voilà, bah oui, c'est vrai qu'ils ont là, beaucoup. c'est C'est le une guerre de nouveau drone. Ouais. truc. Et quand vous êtes confronté et qu'il y a un drone qui se pointe vers vous, ça m'est arrivé. Et je peux vous dire que c'est quelque chose d'absolument effrayant. Ah oui, parce que Vous faites même partie, en fait, quand vous êtes avec une unité de n'importe quelle armée, Mhm. vous avez des consignes particulières. Oui. Voilà. Mais là, avec les Russes dans le Donbass, Mhm. la donne drone est intégrée dans les consignes. C'est-à-dire qu'on nous demande, si on entend ou si on voit un drone, de le signaler immédiatement. Parce qu'ils Espèce de ce ne vont bzzz, pas truc hyper utiliser. aigu Voilà, en plus horrible, genre comme dans voilà, Skynet, quoi. C'est ouais, presque. c'est ça. C'est ça. Les Russes s'appellent, enfin, ils ont donné le nom à un type de drone, ils appellent ça Baba Yaga. Ah. Baba Yaga, c'est la vieille sorcière de la mythologie russe. Mhm. Et en fait, c'est un peu le père Je crois qu'il y a dans le fouettard. voyage de Chihiro justement une Ouais, Baba Yaga. mais une Baba Yaga, Ouais. c'est quelqu'un qui vient gâcher la fête, quoi. Mhm. Tout va bien. D'accord. Et le Bah drone oui. nous, on a eu une mésaventure la dernière fois, c'est dans un de nos documentaires, donc Mhm. pareil sur Omerta. Mhm. On a eu une mésaventure avec un drone. On a fini dans un tas de neige à essayer de se planquer, même si c'était un peu dérisoire, parce que de toute façon, même si le drone il veut vous taper, il va quand même réussir à vous Mhm. trouver. Et en fait, pourquoi Baba Yaga qui gâche la fête, c'est que souvent, le drone, les meilleures conditions pour le drone, c'est quand il fait super beau. Bah oui. Tout à coup, Visibilité. il a neigé pendant 2 jours et tout à coup, c'est le soleil radieux, on fait une patrouille. Et en Mhm. fait, manque de bol, on est dans des circonstances où c'est idéal pour le drone, alors que la tempête de neige, justement, permet d'avancer parce qu'il n'y a pas de moyens aériens. Et donc, chacun utilise évidemment le temps pour essayer de tirer son avantage. Bien sûr, non, je comprends bien, ça doit être quelque chose. Alors justement, vu qu'on était en train de parler de toute cette période à Paris Match, je reviens un peu sur le parcours Mhm. pour qu'on comprenne du coup ce qui s'est passé entre le moment où donc, vous avez fait plusieurs années, donc quasiment 27. 27 ans, Mhm. Ce qui est quand même impressionnant. Mhm. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ensuite du coup vous quittiez Paris Match et que vous alliez chez RT Alors, France? Qu'est-ce qui s'est passé en fait avec Paris ouais. Match, tout simplement? Non, mais ce qui s'est passé avec Paris Match, c'est tout Parce que simplement, je vais vous dire l'entière vérité. Moi, j'étais directeur adjoint de la rédaction. Hmm, Donc j'étais très très proche du directeur de la rédaction, Olivier Royan, avec qui j'ai travaillé pendant 11 ans à la direction du journal. mhm. Alors je faisais des incursions, j'ai jamais abandonné mon métier de grand reporter. Donc j'étais un directeur adjoint un peu particulier, c'est-à-dire que j'allais sur le terrain, j'obéissais à cet adage des Marines, leading from the front. Bah oui. Voilà. C'est du bon Donc, en sens, j'ai me disant, l'impression, si effectivement. j'envoie des gens, il faut que je sois qu'ils sachent que je suis capable aussi de faire ça. Et de toute façon, j'aimais ça, c'était mon métier. Et ça me permettait évidemment, Mhm. d'enrichir même mon travail de directeur. Voilà, j'ai travaillé donc pendant 11 ans avec Olivier Royan. Et Olivier Royan, malheureusement, est mort d'un cancer. Voilà, c'était une période très difficile pour toute la rédaction. Bon, les hasards des grands groupes comme Paris Match ont fait que ils ont nommé une personne à la place d'Olivier, enfin au-dessus même avant sa mort, et qui s'appelait Hervé Gattegno, qui était Mhm. aussi le patron du JDD, et que voilà, quelque part, je représentais une forme de légitimité du journal. J'avais passé toute ma vie ou presque une grosse partie dedans. Euh, Ça ne correspondait pas à la façon, à la vision qu'avait de ce journal ce monsieur Gattegno, qui m'a un jour convoqué dans son bureau pour me dire que on ne poursuivrait pas la collaboration. Voilà, tout
simplement. Inadéquation de ligne éditoriale ou Non, en fait, si vous personnel? voulez, oui, on va dire comme ça, Je sais pas, est hein, arrivé j'étais à, pas, mais on est arrivé à un mais accord. bon, au vu de la carrière Oui, incroyable que vous avez faite chez bah, Paris Match, c'est c'était vrai un qu'on peut peu se poser la embêtant question. pour eux d'ailleurs, bien sûr, mais bon, alors sur le coup, évidemment, ça a été une réelle épreuve pour moi. Après, ça a été aussi une libération. Ah, Parce pourquoi une que épreuve? Une épreuve, parce que au bout de 27 ans de carrière, Mhm. quand vous avez vraiment pas démérité, Bah oui. vous avez eu des prix, que vous êtes allé jusqu'à la place de numéro 2. J'ai commencé en stagiaire, hein, voilà. Ah oui, c'est génial, une Donc ascension au cœur du métier. voilà, et j'avais vraiment vécu toutes les étapes de ce journal. Et ce journal, je vous disais tout à l'heure, je le comparais à une maison, mais c'est Mm. quelque chose d'extrêmement affectif. Dès que je revois quelqu'un de Paris Match, même quelqu'un avec qui je m'entendais moyennement à l'époque, Mm. tout de suite, on tombe dans les bras l'un de l'autre, qu'est-ce que tu deviens, etc. Ça reste très, très charnel. Ce magazine ne ressemble à aucun autre média. C'est quelque chose d'exceptionnel. C'est une institution, c'est un dialogue avec les Français, parce que ça fait depuis 1949 que ça existe. Même avant la guerre, il y avait Mm. une version qui s'appelait Match. Mais si vous voulez, depuis 49, c'est l'album de famille des Français, en fait. Mm. Donc il y a le dialogue avec les Français, et entre nous, il y a la façon de faire ce journal. Donc quelque chose de très très intime, qui vous dévore, qui bouffe vos mariages, qui vous fait pas voir vos enfants. Ah oui, Voilà. Donc c'est un vrai sacerdoce. Et donc c'est fort. quand on en est chassé quelque part comme ça. Euh, je pense que j'aurais pu l'accepter si j'avais été dans un canard économique. Bon, on aurait dit, c'est pas Oui, grave. sans affect. Là, c'était très difficile, surtout venant d'une personne qui avait aucune légitimité pour devenir directeur de Paris Match. Donc, c'était une histoire de tiens, je te place machin avec tout un tas de politiques derrière. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, Quelqu'un qui connaît pas bon, forcément le métier de reporter, non, pas de du tout. grand Ou reporter. alors peut-être qu'il le connaissait, mais c'est bon. Bref, il y avait incompatibilité. Moi, ça a été très difficile. Alors pourquoi RT? Quand j'ai quitté Paris Match, j'ai eu une des dernières. Vous savez, il y a dans les entreprises des formations. Oui, Alors, j'avais signé que je voudrais faire une formation vidéo. ok. Sur un entretien d'évaluation. Alors, Ok. entretien d'évaluation. Donc On faire des m'appelle. vidéos, montage, Oui, parce que cadrage, c'est ça? j'avais commencé Ok. pendant mes reportages avec mon iPhone à me dire, Ah, c'est c'était sympa. quand même Ok. Festival de Cannes, il y a quelques années avant, on avait commencé ça parce que je m'étais occupé aussi du site internet de Paris Match. Bon, j'avais cette idée qu'il fallait faire évoluer le côté statique que je respectais énormément de Oui. la photo et du texte, Mhm. avec un ajout, et que ça pouvait pas faire de mal de faire de la vidéo, d'ajouter du son, de faire des nouvelles écritures, d'essayer de travailler ou d'être en phase avec son temps. C'est en quelle année ça déjà? Quand j'ai commencé à faire Ouais. des Ah, vidéos, ouais. je vais dire Ça ça fait- doit 2015, 2016, Ouais, d'accord. 2017, Ok. quoi, voilà, à Donc peu près. effectivement, Ouais. ça commençait vraiment Voilà. à s'installer, la vidéo Et commençait puis la vraiment. vidéo était, je vous parlais de Daesh avec Mossoul. Mm. Daesh, c'est l'exemple incroyable Ah bah oui. d'un groupe armé qui va populariser la vidéo jusqu'à en faire un spectacle pornographique, étalant toutes ces horreurs, Mm. et en faisant un argument politique. Mm. Donc, La quelque vidéo est part, une arme, hein, quelque part, bien sûr. évidemment. Mm. Donc, on le voit avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, où des doubles de certaines personnes peuvent être créés. Enfin, il y a des choses extrêmement. Donc, l'image est quelque chose de. Mais pas l'image statique. L'image statique, elle peut avoir ça, c'est des choses que j'ai apprises à Paris Match. Je vous donne un exemple, une image qui m'a vraiment marqué ces derniers temps. C'est l'image de je crois que c'est Soisig de la Moissonnière, c'est ça, la photographe d'Emmanuel Macron, Ouais, de l'Élysée. Voilà. je pourrais pas vous dire. Elle a pris une photo du moment où Emmanuel Macron est assis autour d'une table. Il y a Gérald Darmanin à sa droite. Oui, je le vois très bien. Il y a Gabriel Attal. Oui. Il y a Yael Braun-Pivet, je crois. Mm. Et puis un autre, je sais, peut-être Bruno Le Maire, je ne sais plus. Mm. L'image de leur visage au moment où Emmanuel Macron leur annonce sa dissolution. Macron est de dos et on voit les Voilà. milices devant. Ouais, Et effectivement. cette image fixe Ouais. euh, Capte le vaut, moment. voilà, elle vaut 10 vidéos. Oui. Vous n'avez pas besoin de vidéos, vous n'avez pas besoin de baratin. Ouais. L'image fixe, voilà. Donc ça, Je sais plus si c'est Attal ou Darmanin même qui a le visage dans les mains. ah, mais il y quoi. en a un C'est qui fait comme c'est ça, l'autre qui est là. Ils sont Ils au sont- bout de leur vie, quoi. ils sont Comme on pourrait sidérés. dire.
sidéré. mais c'est incroyable. Donc, ça, c'est une image qui va accompagner l'histoire. Et souvent, l'image accompagne l'histoire. Je vous évoquais le petit Elan tout à l'heure sur la plage. Ça a été... Il y a eu aussi cette petite fille sur une route brûlée au napalm nue au Vietnam, Oui. qui s'appelait Kim Phu, qui avait été photographiée par Nick Hoot, qui était un photographe d'AP. Voilà, la gamine hurle, elle a le dos brûlé. Paf, ça devient une image qui devient une icône pour le mouvement pacifique. C'est presque une image qui a accompagné la fin de la guerre du Vietnam, a accéléré la fin de cette guerre. Donc ça a de l'importance, vous voyez. Donc l'image statique peut avoir énormément d'importance, mais bon, pour revenir à notre discussion, moi j'avais conscience qu'à travers mes reportages, ce que je voyais qui commençait à être popularisé ailleurs, avec Vice News, avec Brut, je crois que Brut n'existait pas, c'était surtout Vice qui faisait des choses. Alors avec des côtés éthiquement journalistiques pas terribles, puisqu'ils allaient quand même, ils ont fait des choses très borderline, mais ils voulaient montrer, ils étaient dedans, et c'était de l'image animée. Je me souviens d'un documentaire de Vice sur le Liberia, je crois, qui m'avait objectivement beaucoup marqué, parce qu'effectivement, on connaît très peu. Je crois que c'est une des rares colonies américaines, je crois. Et en fait, c'est une société d'une violence que c'est incroyable. Et je ne pouvais même pas imaginer que ça existait, en fait. Et Vice, je me rappelle effectivement à l'époque, faisait beaucoup de formats assez choquants comme ça, mais très bruts. Ouais, c'est ça. Mais voilà, ça, c'était donc voilà, donc ça grandissait. Il y avait une tendance de ce côté-là, et donc moi, je disais les reportages de Paris Match. Et puis quand on est embarqué avec une armée, qu'on est au cœur de tout à coup une embuscade ou un truc, avoir un iPhone, c'est souvent pas très difficile. Ce qui est souvent d'ailleurs quand vous allumez l'iPhone comme ça, il se passe un temps assez qui peut être intéressant entre le moment où la personne qui est en face de vous, qui veut pas être filmée, se rend compte que vous la filmez. Si vous sortez un appareil photo, tout de suite la réaction de refus, si refus il doit y avoir, avec un iPhone comme tout le monde en a, finalement, on est habitué en fait. Le humain est prêt, quoi. Donc voilà. Donc j'avais cette intuition, et ce qui s'est passé, c'est que je suis parti. J'ai fait ce stage rue du Louvre, je ne sais plus comment ça s'appelait, c'est une école de formation de journaliste, avec une dame dont la carrière entière a été consacrée à faire des documentaires. Moi, ce que je voulais, ce qui m'intéressait, c'est que le documentaire, je le trouvais très proche de la scénarisation qu'on offrait à nos lecteurs à travers nos reportages, c'est-à-dire que on était très caméra au point. On racontait les choses. Parfois, quand les choses nous arrivaient, on les racontait aussi. Mais il y avait un côté très je vous prends par la main, je vous amène. Voilà. Et le documentaire, il y a un peu de ça. C'est-à-dire, on vous amène chez les gens. Donc, l'image, je m'étais dit, je vais me former à ça parce que c'est peut-être que je ferai. Donc, je fais ce stage. Et le dernier jour, la dame me dit quel va être votre prochain reportage? Et là, je me dis, je vais repartir en Afghanistan pour le 11 septembre. Je travaillais à l'époque avec une photographe qui s'appelle Véronique de Vigry, spécialiste de l'Afghanistan. Et on avait fait plusieurs reportages. Et là, on voulait aller voir. En fait, on se disait, les talibans, on ne savait pas que les talibans allaient revenir. Mais enfin, je vous parle du mois de juin. Les talibans, ils reviennent le 15 août. Mais c'était pour l'anniversaire du 11 septembre. On se disait, le gamin qui a 20 ans et qui a grandi sous l'occupation américaine. Voilà. Et elle me dit, pourquoi est-ce qu'on n'en ferait pas un documentaire? On va travailler toute la journée et on va faire, et vous allez repartir avec 3-4 feuilles sur lesquelles il y aura vos plans séquences. Et donc, elle m'apprend comment faire un documentaire avec un reportage que je vais probablement faire. Puis là, j'avais eu un contact avec Tony Comiti, qui est un des principaux producteurs de documentaires en France. Et j'appelle Tony, que je connaissais pas très bien. Je lui dis, voilà, là, il me dit non, j'ai pas encore quitté Match, mais il me dit non, ça va, le 11 septembre, on a déjà des trucs qui sont commandés, Arte va faire les tours qui tombent, il y a tout un tas de trucs historiques qui sont prévus. Il me dit, écoute, rappelle-moi si... mais à mon avis, non, j'y crois pas. Voilà. Puis je me fais virer de Match. Okay. Et là, comme quoi la vie est
parfois c'est vous sourire. Le lendemain ou le surlendemain de cet épisode dans le bureau d'Hervé Gattegno, Tony Comiti m'appelle. Il me dit oui, viens me voir. T'as toujours ton truc d'Afghanistan. Je dis ah oui, je n'ai pas changé, machin. Il dit viens me voir quand même. Il y a un truc qui me trotte dans la tête. Et il vient, il me dit mais la dernière fois que tu y es allé, t'as vu les talibans? Je dis oui, je suis allé voir les talibans et ça faisait 2-3 fois qu'on allait voir les talibans à partir des zones gouvernementales. On prenait d'ailleurs énormément de risques. Il me dit mais tu peux y retourner voir les talibans? Bah, je lui dis oui, puisque on a le contact. Maintenant, ils sont dans des opérations de guerre, c'est-à-dire qu'ils grignotent le pays, ils sont en train de... Et Comiti me dit, bah, essaye de voir, parce que ça peut... Tu vois, je regarde tous les docus, là, il n'y a personne qui va avec les talibans. Bon. Donc, Véronique... Donc, il avait senti... il avait senti qu'il y le avait vent tourner, quoi. truc un peu exclusif qui pouvait... voilà. Arriver. Et bon, je vais pas non plus, voilà, il a eu une touche avec Canal+, et je sais que j'ai signé mon départ de match le 16 juin. Le 17, j'étais dans l'avion pour Kaboul, où j'allais revoir les talibans et j'allais travailler pour Canal+, pour un film incroyable avec Véronique de Bigry et Paul Comiti, le fils de Tony, qui est décédé depuis. Et comment on se sent à ce moment-là? Bah, on se dit que oui, que la vie peut vous sourire, qu'il y a des moments qu'il faut jamais renoncer. Enfin, il y a toujours un truc qui et puis je me suis dit voilà, je termine une époque, j'en ouvre une autre. Alors après, ça a été un peu plus compliqué parce que cette économie du documentaire, bah, elle est intéressante, mais enfin, pour faire un bon documentaire, c'est 2 mois. Enfin, minimum, quoi. Là, en l'occurrence, on avait filmé pendant 3 semaines. J'ai passé tout mon mois d'août à monter le film. Et le film est sorti le 25 août, parce que le 15 août, au moment où on terminait de monter le film, les talibans ont repris le pouvoir. Donc là aussi, hasard de l'actualité, chance. Vous savez que dans notre métier, on dit l'absence de chance est une faute professionnelle. donc là, on a eu un bol dingue, ce qui fait qu'on a fait la grille. On a inauguré la nouvelle grille de la rentrée pour Canal+, avec Maxime Saada qui parle de notre docu. Enfin bref, ça a été voilà. Énorme coup de projecteur. Énorme coup de projecteur. Le docu passe. Il est racheté par CNews qui le passe en clair. Donc voilà, donc il y a une vraie... touché des centaines de millions de personnes, quoi. Voilà, exactement. Et c'était bon pour moi une belle revanche. Et en même temps, pendant l'été, au moment où je terminais le documentaire, j'ai eu quelques touches de maisons de production. Je voyais bien que chez Comiti, à part à la pige, il n'y avait pas. Et donc, j'ai eu Capa Production, j'ai vu d'autres qui m'expliquaient qu'on pouvait faire. Et je me rends compte que moi, j'ai 50. À l'époque, j'ai 55 maintenant. Là, je devais avoir 53. À 53 ans, j'aurais eu 30 ans, je me serais mis au doc, j'aurais bossé pour Capa, je serais reparti. Mais ce que j'allais gagner en pige sur l'année, c'était la moitié de ce que je gagnais à match. Pas de CDD, rien, enfin juste des contrats, machin. Bon, j'ai des enfants, j'ai des pensions. Puis là, bah voilà, j'ai eu cette offre d'RT France de devenir grand reporter avec un salaire relativement... Donc, ils vous ont remarqué grâce à ça? Non, ils m'avaient remarqué un peu avant aussi. On avait discuté. J'avais rencontré Xenia Fedorova, qui était la patronne d'RT France. Moi, j'avais posé mes conditions. Je voulais pas être dans l'appareil dirigeant de la chaîne. Oui. Pour garder une certaine liberté, et liberté que je dois reconnaître qui a toujours été respectée. Moi, j'ai là aussi sur la question du travail. On savait qu'on travaillait pour un média russe. Moi, j'ai pas quand la chaîne c'est fini, j'ai plaidé coupable. Il n'y a pas de problème. J'ai pas fait comme certains expliquant oui. Je dois quitter RT parce que vis-à-vis de la France, enfin avec des accents gaullistes. Non, non, on savait que on travaillait pour les Russes, mais il faut reconnaître que ça n'était pas, contrairement à ce que ça a été raconté, une propagande qu'on nous forçait à faire des choses. Moi, j'avais pas à réciter le catéchisme du Kremlin tous les jours. Les sujets sur lesquels les grands reportages que j'ai fait pour RT France
Bah, c'est simple, je suis allé au Mali, je suis allé à Mayotte, j'ai couvert les élections législatives en Allemagne. Et voilà, en gros, ce que j'ai fait en 6 mois. Je peux rester très peu de temps. Hmm. Donc, le tout avec des émissions, notamment animées par Stéphanie Demuru. Le soir, il y avait un 20h qui était très intéressant, qui attirait des gens qu'on ne voyait pas ailleurs. J'ai fait des émissions sur le Mali où j'étais le seul blanc. Hmm. En France, vous avez plein d'émissions sur le Mali, vous avez que des blancs. Hmm. Alors par contre, eux, ils savent. Là, Hmm. il y avait un type de l'opposition, un mec de la junte. Moi, parce que j'étais allé au Mali et que j'avais fait beaucoup de reportages là-bas, un professeur d'université, un type en exil. Euh, Oui. voilà. Et moi, cet esprit RT, j'ai toujours trouvé qu'il était intéressant parce que c'est d'ailleurs aussi une des raisons pour laquelle j'avais rejoint RT, c'était pour m'ouvrir au reste du monde. Parce qu'en étant Paris Match, je pouvais pas aller avec les Turcs. Ah oui. Je pouvais pas aller avec les Russes au Hmm. Karabakh. Je pouvais pas. Alors, je pouvais aller avec les Azerbaïdjanais, je l'ai fait. Je pouvais aller dans certains camps, mais il y avait toute une part du monde que je voyais jamais. Et bah oui, grâce à Parce que Paris Match RT avait une étiquette occidentale, occidentale, voilà. un Donc, média, comme le monde est un peu divisé en deux bien sûr. aujourd'hui, avec RT, j'ai eu le loisir d'aller un peu plus explorer Donc plus de liberté finalement éditoriale. on va dire oui, Hmm. quelque part. Voilà. D'accord. Et comment vous avez vécu? Sans être Oui. je Enfin, ne vais pas être naïf, ils utilisaient mon travail oui. et les critères d'excellence journalistique que je tentais d'y appliquer Hmm. pour se donner une apparence, évidemment. Alors que oui, c'était du soft power russe, c'est clair. J'ai envie de dire, enfin, tout le monde fait du soft power Non, quelque mais part. après, il y a Tout le des monde gens qui travaillent pour défend. Al Jazeera, pour la BBC Hmm. et France 24, quid de France 24. Bon, Hmm. voilà. Alors justement, comment vous avez vécu cette information de l'arrêt en fait des activités de RT France? Vous le sentiez Alors, venir ou comment ça non, s'est pas du passé? tout. J'étais. j'ai- Ça a été assez court finalement votre passage. Oui, j'étais à la montagne, j'ai raconté dans un livre. J'étais à la montagne avec ma compagne et mon fils. Et j'ai eu l'impression de. C'est marrant parce que quand vous allez au ski, vous êtes souvent sur des remontées mécaniques. Mhm. Et tous les jours, je regardais, je voyais cette montée à la guerre avec les communiqués. Est-ce que les Russes vont envahir? Voilà, j'avais des copains qui étaient sur place, qui étaient dans le Donbass, qui étaient côté ukrainien, des photographes qui étaient. Oui, alors personne n'y croyait, hein, mais Mhm. ça montait, ça montait, ça montait. Puis arrive un matin, voilà, à 5 heures. Voilà. Donc, je prends le téléski et en regardant le truc, j'ai commencé à voir. Il y a eu une petite info qui est venue d'un sénateur, je ne sais plus comment il s'appelait, Mhm. qui dit oui, ce serait quand même bien de commencer par fermer les médias russes en France. Mhm. Pourquoi RT, il faut interdire RT, etc. Et j'ai compris que cette petite musique, instantanément, je me suis dit, Ah ils oui. vont fermer RT. Et j'ai eu l'impression, j'étais au-dessus du vide, comme si comme si le plancher se dérobait sous mes pieds, comme si tout à coup, euh, tout était. Ça vous a sidéré quoi. Vous vous Ouais, ouais, ouais. sentez Ouais, comme tomber. si tout partait, quoi. Voilà. C'est Euh, balèze hein, de se remettre d'un événement comme ça, surtout après. ouais, parce qu'après, Alors ça, que vous étiez arrivé récemment en bien plus. sûr, et ça s'est succédé par. Je suis parti, j'ai été à Pôle Emploi. J'ai fait Ouais. la queue avec les mecs. M'expliquer, tu vas voir, machin. J'ai fait une demi-heure, trois quarts d'heure de queue. J'arrive chez Pôle Emploi. Le type qui me dit ouais, tu vas voir, c'est la première fois. Ah oui, ok. Et puis le mec, je me suis aperçu que la nana du guichet l'appelait par son prénom. Et, et moi, quand je suis arrivé, on m'a dit ah mais vous, on vous voit à la télé, machin. Qu'est-ce que vous faites là? Enfin, Ah, voilà le le truc truc parce de que je dingue. continuais quand j'étais chez RT, j'allais toujours sur CNews. Bien sûr, oui, oui, bah, vous Et étiez une donc les figure gens me médiatique connaissaient connue, comme ouais, ça. bien sûr. Et donc bon, voilà, ça avait donc cette Vous arriviez à garder le moral quand même à ce moment-là mais c'était ou... super dur. Vous Ouais, vous rendez faut compte, se vous le êtes le dire quand même. directeur adjoint de Paris Match et vous allez à Pôle Emploi. Ah, Alors bien en même sûr. temps, ça fait partie des expériences. Hein. Il y a pas de, on dit, il n'y a pas d'échec, il y a que des expériences. Oui, Mais c'est ça. voilà, Soit je gagne, soit j'apprends, selon effectivement c'est ça, l'expression c'est ça, consacrée. Ouais. c'est ça. Donc je l'ai pris comme ça. J'ai pu continuer immédiatement. Je sais que CNews ont été relativement, ils m'ont continué à me prendre à la pige, mais D'accord. c'était
voilà, j'avais Et c'était le assez chômage. précaire, c'est vachement J'ai fait dur. le chômage, j'ai fait le truc, Ouais. ça a duré 3 mois, et puis au bout de 3 mois, on m'a proposé de faire Omerta. Voilà. Bah, c'est extraordinaire parce que Mm. effectivement réussir, moi ce que je constate, c'est qu'à chaque fois vous arrivez à repartir tout de suite. Bah, oui, Alors que beaucoup se seraient voilà, confondus en non, la excuses et en dépression, c'est pas mon déception. truc, Et bah, c'est ça. mais Non, mais c'est quand même ouais, énorme. ouais, Et peut-être que justement d'avoir fréquenté des théâtres d'opération, ça vous permettait aussi de donner une perspective à ce qui vous arrivait, même si c'était extrêmement dur. oui. Ce que vous disiez finalement, bah, en fait, faut y aller. Quoi, ça. Oui, je pouvais toujours me dire que j'ai vu dans ma vie des gens beaucoup plus dans la merde que moi, quoi, ça c'est sûr. Mais c'était pas tellement, en fait, non, c'était l'idée que pour moi, ça pouvait pas s'arrêter, quoi. Ouais. C'était pas possible. Donc à chaque fois, je mettais des conditions. Quand j'ai rejoint Omerta, l'idée c'était que je continue à faire du reportage. L'idée c'était que ce Bah, soit comment ça. ça s'est passé justement Bah, cette rencontre ça, avec Omerta? ça tombait très bien parce que Comme à chaque fois d'ailleurs, c'est assez impressionnant. C'est que oui, et vous ouais, n'êtes pas le seul d'ailleurs. ouais, C'est un dénominateur commun avec tous les invités qu'on peut avoir, c'est qu'à chaque fois, c'est un mal pour un bien. oui. C'est-à-dire qu'en fait, Mm. alors vous proposez, hein, donc Mhm. le destin ou comment je dirais, je crois pas trop au hasard, mais ou à la providence Mm. si on est une petite branche spirituelle, mais en tout cas, à chaque fois, dans une situation où vous êtes au pied du mur, finalement, vous arrivez à, il se passe quelque chose, quoi. Ouais, ouais. Donc là, vous êtes au pied du mur, Pôle Emploi, Mm. après votre carrière de 27 ans Ouais, 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 à Paris Match, ouais. et le projet Omerta débarque, en fait. C'est Voilà, ça. le projet Omerta Comment débarque. ça s'est fait? Bah, dans un café, j'ai rencontré Charles Danjou et quelques Donc collaborateurs. le président Ouais, d'Omerta. de président d'Omerta. Et bon, l'idée, lui, il avait couvert la bataille de Mariupol, donc au début de la guerre en Ukraine, Mhm. avec Liseron Boudoul de TF1. Et donc, lui, il a véritablement découvert le reportage de guerre à ce moment-là, Mhm. même si c'est quelqu'un qui avait eu une expérience dans l'armée avant. Il a voulu monter un média justement autour de ça, en subodorant que la guerre en Ukraine, ça allait être extrêmement porteur. D'accord. Ça l'a été. On s'en est pris plein la gueule, quoi. Faut quand même reconnaître, parce Ouais. que on allait à la fois. Alors je précise justement là-dessus à ceux qui nous écoutent, c'est que moi, j'ai jamais eu de pris parti, mais qu'on nous a collé assez rapidement l'étiquette pro-russe. Moi, venant d'RT France, c'était facile de dire Oui, bah, oui. Sommier, c'est un espion russe. Bon, j'ai passé 27 ans à Paris Match, je le rappelle, et 6 mois chez Mm. RT France. Certes, voilà. Oui. Et puis, comme je dis, j'avais 53 ans au moment des faits. Espion, c'est un métier de jeune. Mm. On ne devient pas espion à 53 ans. Et ça n'a jamais été dans ma mentalité, en tout cas. Mm. Ou agent, ou je ne sais quoi. Donc, oui, ça a été une période difficile aussi, parce que on a monté ça dans l'adversité. On avait des accès. Et moi, quand j'étais à Paris Match, c'était peu importe qui amenait les accès. À partir du moment où on avait les accès, On y va. quand je suis allé voir Bachar el-Assad, quand j'ai eu l'autorisation, j'avais travaillé pendant 1 an et demi pour avoir cette interview de Bachar el-Assad. Quand je suis allé voir le directeur, j'ai dit ça y est, c'est bon, tout le monde est ravi. Oui. Et personne ne vous dit ah, tu vas interviewer un dictateur. Non, ça, Mm. c'est ceux qui commentent, ceux qui font. Voilà, Mm. ça c'est le problème de la presse, Mm. le problème de ces médias d'opinion dont je vous parlais, c'est que vous avez des types comme ça qui sont dans leur costume, qui n'ont rien fait dans leur vie. Je vais pas les citer parce que ça prendrait trop de temps, tant il y en a, mais qui vous expliquent ce que vous devriez faire. Alors là, à Paris Match, il n'y avait pas de doute, quoi. Quand on Mm. ramenait un scoop, c'était un scoop. J'avais ramené Barack Obama aussi avec Laurent Saïm. On avait travaillé tous les deux pour obtenir première interview de Barack Obama pour la presse Mm. française. C'était la même excitation et personne ne me disait ah bah oui. Et j'ai eu George Bush aussi. Donc bon, voilà, ça fait partie des grands moments. Après, dans les conflits, dans les choses, t'as des accès chez les Russes. Waouh, vas-y. Mm. Bien sûr, c'est que chez Ah Paris non, Match. attention, t'es chez Hitler. Non, Ouais. attends, on raisonne pas comme ça. Ah, mais est-ce que c'est pas aussi les temps qui ont évolué? C'est-à-dire qu'à l'époque, vous étiez Non. chez Paris Match, est-ce qu'il n'y avait pas une mentalité un petit peu plus justement ouverte? C'est-à-dire qu'on vous se disait, bah voilà, vous faites votre métier, vous êtes à Paris Match, donc il n'y a aucune Mm. présomption de culpabilité. Or, les temps ont évolué, les conflits sont peut-être exacerbés, sont peut-être aussi rapprochés, parce qu'avant, Oui, c'était et la le Moyen-Orient, communication, voilà. bien Et sûr. donc, du coup, est-ce que c'est pas ça aussi qui a fait que
Je sais pas, hein, je vous pose la question Alors, comme ça, hein. les conflits, effectivement, ont un impact sur nos vies plus importante peut-être qu'avant. Quand la guerre se passait en Irak, c'est sûr que ça avait moins d'importance sur le panier de Madame Mmh. de la ménagère française, même s'il pouvait y avoir des augmentations de prix de pétrole Oui. qui avaient un impact. Mais là, en l'occurrence, l'impact était bien moindre que la guerre en Ukraine, où moi, par exemple, j'habite à Puteaux. euh, la maire de Puteaux avait décidé de ne plus chauffer la piscine. Voilà, c'est Ah une ouais, non, mais c'est vrai qu'on a conséquence de vécu la guerre ça. en Non, mais non, mais Ukraine. on a vécu ça Ouais, et oui, voilà. c'est Et vrai. avec le Covid, je vous raconte même Ah pas le oui, nombre non, mais d'âneries et de choses délirantes auxquelles on a été confrontés. Mais là, voilà, donc tout à coup, bah oui, cette guerre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on va la couvrir et qu'on raconte des choses qui sont pas tout à fait dans la ligne du gouvernement ou qui diffèrent de ce qu'on nous dit, bah, quand vous allez avec les Russes en Ukraine, ce que j'ai raconté plusieurs fois, moi j'ai jamais minimisé les défauts des Russes, ils en ont énormément, mais c'est quand même des gens sacrément combattants mmh. et combatifs, les Ukrainiens aussi, hein. Mais quand je voyais des types se gausser sur des plateaux en expliquant que on était à l'époque de Staline et que il y avait des types qui partaient au combat avec une pelle ou avec un fusil pour deux, Mmh. j'hallucinais par rapport au degré, à la fois au mélange d'héroïsme et de combativité que je sentais chez les Russes, que je voyais devant moi, et leur apprentissage ultra rapide des technologies modernes, de la guerre de surveillance, des drones, etc. C'est-à-dire que c'est une combinaison entre un peuple guerrier qui aime la guerre et la technologie moderne. Et qui a Pour moi, toujours défendu son intégrité en plus, non, hein, la en Russie plus, est oui, un des je crois que un c'est Montgomery qui avait dit vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ci, mais n'attaquez jamais les Russes. tout le monde s'est pété les dents, quoi, là, Voilà, franchement, et là, il n'y a aucune raison que ça change. mmh. Et on est toujours à dire bah oui, Oui, c'est oui, vrai il qu'il y avait un faut discours un peu souhaiter. méprisant, Mais presque ça durait. moqueur, Là, on est. Voilà. Alors, moqueur, en même temps, moi, j'ai jamais compris comment on arrivait, certains confrères de LCI arrivaient à être à l'aise avec leur conscience en ayant à la fois dans leur vocabulaire et dans leur expression mmh. l'idée que les Russes sont nuls, donc ils se battent Oui. avec des pelles, ils envoient des dizaines de mecs à la mort. Enfin, tout ça, c'était des descriptions de la Seconde Guerre mondiale. Mmh. Et en même temps, ils sont terrifiants, ils vont nous envahir. Donc, un truc Mmh. un peu contradictoire entre ils piétinent en Ukraine, ils n'arrivent pas à, ils sont nuls, ils font n'importe quoi, ils vont perdre. Et puis l'idée que, ah, attention, ils vont Mmh. envahir les pays baltes. Pour moi, là, il y a un vrai problème, hein. Voilà. Mmh. Mais voilà, ça, c'était l'exemple de la Russie par rapport à la narration. Mmh. Et en fait, la narration, bah, elle est construite par les attachés comment les conseillers comme de l'Élysée, voilà, des gens avec qui j'ai voyagé, je connais, parce que le truc, c'est moi, j'ai passé 27 ans à Paris Match, je les ai vus, ces gens-là, Mmh. les équipes de Sarko, leur façon de communiquer, j'ai voyagé avec Le Drian, j'ai voyagé avec Florence Parly, donc avec des gens qui sont dans le système, dans le deep Mmh. state, on va dire. Donc, j'ai toujours trouvé étonnant d'ailleurs que ces grands personnages, j'ai pas mal de respect pour Le Drian, même si politiquement je suis pas tout à fait en phase avec lui, Mmh. mais j'ai jamais compris pourquoi on prenait parfois pour l'Afghanistan par exemple, des gens qui avaient zéro expérience, mais qui une expérience livresque et qui venaient dire ah oui, il faut faire ci, il faut faire ça. Ça me paraissait toujours absolument incroyable, alors que j'ai connu des photographes ou des aventuriers dans le monde qui connaissaient par cœur. Prenez un type comme Pascal Maître, par Mmh. exemple, grand photographe de l'Afrique. C'est quelqu'un qui devrait être auditionné par nos dirigeants pour comprendre ce qui se passe au Mmh. Sahel. On aurait peut-être compris ce qui s'est passé pour nous au Sahel si on Mmh. avait écouté des gens comme ça, plutôt que de types sortis d'Euro RSCG et d'autres firmes, entre guillemets, pour communicants. C'est ça le problème. On est dans un monde de communicants et nos dirigeants n'ont pas le temps, donc il leur faut le dossier, le truc, etc. Alors que l'expérience, elle est là et il suffit juste d'aller la chercher. Ouais, mais justement, est-ce que c'est ça aussi? Moi, j'ai l'impression, je vous sens passionné encore, et c'est génial parce que on en a besoin dans un monde qui se malheureusement s'aplanit Ouais, et même qui s'auto-centre, hein, ouais, tout le monde ouais. est tourné vers soi-même. Qu'est-ce qui vous motive à la fois encore là aujourd'hui dans le fait de faire des documentaires, des reportages de terrain, et en même temps ce travail à travers cette plateforme qu'est Omerta? Qu'est-ce qui me motive?
Qu'est-ce Je dirais, il qui... y a toujours ce feu sacré d'aller me confronter aux autres, d'aller voir le réel, Ouais, d'aller goûter des prendre le pouls, expériences. en fait. Ouais, ouais, ouais. Prendre la température, le diapason, essayer de sentir, de voir, d'écouter aussi. Écouter, c'est une grande qualité. On se rend compte, moi, vous avez remarqué que je suis bavard, j'ai toujours été bavard, mais j'ai appris à écouter. C'est très, très important. C'est parfois plus important d'écouter que de parler, en fait, c'est quand on va dans ces endroits. Parce que souvent, au hasard d'une petite phrase d'un chauffeur de taxi, tac, elle dit, ah ouais, j'ai compris, j'ai enfin compris un truc. Oui, ça peut venir Voilà, en ça fait peut d'un venir. petit Il faut, détail. il faut être attentif, il faut être curieux, il faut être attentif, il faut pousser les portes. Moi, je dis toujours à mes étudiants, quand j'ai fait quelques passages aussi, quelques séminaires et quelques conférences, et je dis toujours aux étudiants, il ne doit pas y avoir d'endroit au monde où on doit s'interdire d'aller. Oui. Voilà. C'est un peu votre crainte là pour le monde dans lequel on arrive. Oui, parce Le fait qu'en que fait on va s'interdire oui, déjà de dire et oui, surtout de faire. bah, c'est déjà un peu le cas. Ouais. Euh, on voit que bah, il y a des barrières qui se dressent. Si on est vraiment dans et puis il y a toute une partie du monde qui est en train de nous échapper. Ça, on s'en rend pas compte. L'émergence des BRICS, c'est pas simplement une alternative au monde On en parle très occidental. peu hein, finalement dans On en les parle médias assez peu. de grand chemin, si je puis dire. Ouais. Non, on reste dans notre ligne d'eau en espérant que les choses vont continuer. Mais je crois que le monde va continuer à se faire, mais sans l'Occident. Et ça, c'est une vraie question qu'on devrait se poser en préambule, même d'une élection, quand quelqu'un arrive au pouvoir. Je ne sais pas si... euh, euh, non, bah, je ne veux pas commenter, mais Oui, par rapport, si, vous ouais. pouvez, par rapport aux législatives en Ouais, cours. c'est-à-dire quand quelqu'un arrive au pouvoir, je pense que là, on est toujours dans des modes d'accession au pouvoir, entre guillemets, usuels, traditionnels. Enfin, on est Mhm. dans... Or, aujourd'hui, vu les choses qui se passent, il devrait y avoir peut-être plus de réflexion sur comment on va positionner la France. Elle a beaucoup reculé, la France, mais comment essayer de lui redonner un impact, faire en sorte qu'elle regagne des parts dans le monde, une certaine crédibilité et autres. Ça se fait pas du jour au lendemain. C'est la gifle qu'on s'est pris en Afrique, qu'on s'était prise au Moyen-Orient avant. Bah, il faut s'interroger dessus. Faut arrêter de dire c'est de la faute des Russes, quoi, Oui, tout ou à des fait. Chinois. Oui, non, tout à fait. Moi, je pense que c'est. Eux, ils viennent parce qu'on n'est plus là. Ou Oui, qu'on est... exactement. Voilà. C'est marrant parce qu'on n'est pas du tout d'accord. Surtout, c'est une discussion qu'on a eue avec Juan Branco sur Bistro Oui, Liberté. D'ailleurs, je salue nos amis de TV Liberté qui font un très bon travail aussi. oui, oui. Et c'est exactement le sujet. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une vraie crise de l'identité française. Et Mhm. je pense que le retrait, ou en tout cas la disparition de la France dans la région, donc Ah Afrique oui, oui. subsaharienne, elle est totalement liée à ce discours qui est un discours Mhm. de blanc par rapport au blanc en réalité. Hein, parce que Oui, quand on discute avec les populations locales, je pense que vous pouvez en être bien sûr, témoin, bien sûr. c'était assez équilibré finalement comme interaction et comme échange. Et c'était intéressant d'ailleurs de découvrir Mhm. de part et d'autre les apports qui pouvaient être faits. Et ce que je veux pas, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que cette espèce de discours de Mhm. dire, bah non, nous, horribles, méchants blancs colonisateurs, bah, en fait, Mhm. a eu comme conséquence la disparition de nos intérêts sur place en fait. Ouais, et je pense qu'on a eu aussi, il y a eu deux choses. Il y a eu en effet l'aspect de se considérer comme du néocolonialisme. Oui. C'est une, on va dire, une approche de gauche, et puis il y a une approche de droite qui était la suprême arrogance de dire de toute façon tout ça suivra parce que ça a toujours suivi. Et puis quelque Ah, c'est part on intéressant. l'appelle plus la France-Afrique, mais c'est Oui, le d'accord. prolongement. Donc on s'intéresse assez peu aux populations locales. Moi j'étais très surpris en faisant plein de séjours avec Barkhane, sur Barkhane avec des soldats extraordinaires, mais sauf que on leur demandait jamais de faire de véritables contre-insurrections. Mm. Ce que j'avais vu avec les soldats américains en Irak, c'est-à-dire véritablement venir au secours et à l'aide des populations pour se faire accepter au milieu d'elles, Mhm. c'était pas le but des Français au Sahel. C'était de la chasse, ce qu'on faisait. De la chasse aux djihadistes, voilà. Mais Oui, c'est vrai qu'il n'y avait pas djihadistes, de vision, il n'y avait pas et rien du de tout. stratégie, quoi. Non, quand on allait voir le chef de village parce qu'une école avait brûlé dans les cendres de laquelle on retrouvait quelques manuscrits écrits en français, on se posait la question, on se disait ah bah oui, ils ont détruit les manuscrits, donc ils ont détruit l'école parce qu'il y avait des manuscrits en français. Mm. Donc c'est des djihadistes, point barre. Le vrai truc de fond, vous aurez voulu que on demande à ce maire pourquoi.
Alors, on demandait la fréquence de passage des djihadistes pour se ravitailler au marché. Enfin, il y avait mais c'était d'un point de vue pratique pour essayer de les repérer et de les éliminer. Hmm. On n'était pas dans une approche de réconciliation. Les Maliens le faisaient. On les a critiqués d'ailleurs. La junte qui est arrivée au pouvoir, d'ailleurs, elle n'est pas arrivée au pouvoir par hasard. Elle est arrivée au pouvoir à cause de la corruption qui gangrénait le pays et du fait que le pays se soit désarticulé sous le règne d'Ibeka. Ibrahim Boubacar Keïta, qui était l'homme des socialistes, quelque part, un peu un bagbo local, qui avait, sous le règne duquel, à partir de 2013, quand François Hollande fait cette intervention très saluée à l'époque, on va Oui, c'est vrai, on se souvient des liesses, la manière dont il avait été accueilli. C'est des images incroyables, ça. Oui, tout à fait. Moments, on se prenait des pierres, quoi. Oui, qui dénote d'ailleurs avec ce fameux discours de culpabilisation. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, c'est vrai. Donc, il y a eu les deux aspects et on a manqué le coche. On n'a peut-être pas su voir des choses. Quelques militaires s'y intéressaient. Moi, je me souviens de l'histoire de la progression des terres agricoles par rapport aux terres pastorales, qui est un élément fondamental dans la vie des Peuls, par exemple. Les Peuls ont été gagnés, conquis par le IGS, par Daesh, par l'État islamique, parce qu'on n'a pas su répondre aux problèmes des Peuls, qu'on a laissé des pans entiers de population de ces pays-là virer djihadistes, tout simplement parce qu'on n'était pas capable d'apporter des réponses et on n'avait même pas la connaissance ni la volonté véritable d'aller vers ces peuples, je pense. Alors j'imagine que du coup, pour Omerta, c'est pas toujours évident de réussir à couvrir tous ces théâtres d'opération. Mais comment vous, au sein de la direction d'Omerta, vous comptez justement peser dans la couverture de faits, de faits d'actualité géopolitique de grande ampleur qui peuvent avoir une conséquence sur la vie des Français en plus. Nous, on a fait un peu notre notoriété autour de la guerre en Ukraine. C'est sûr qu'on arrive dans une période où les choses continuent là-bas, donc on continue à les couvrir. Et on sait qu'en termes d'audience, il y a une grosse demande, une forte demande pour nos reportages. Maintenant, effectivement, on se diversifie. On a fait l'Afghanistan. Moi, on reviendra probablement au Mali. On va probablement... là, on va s'intéresser à la jeunesse corse cet été. Intéressant, effectivement. Voilà. Vrai sujet. Avec une équation, c'est pourquoi... une jeunesse aujourd'hui a-t-elle comme héros Colonna, qui il y a 17 ans a tué le préfet, quoi. Voilà. C'est de comprendre un peu cette identité corse à la fois. Donc ça, c'est un projet là qui va arriver bientôt sur Omerta. Peut-être Génération Colonna, je ne sais pas. Mais c'est un pays qui, dans toutes les élections locales, la plupart des élections votent pour des indépendantistes ou des partis issus avec des sensibilités indépendantistes. Et dès qu'il y a une élection nationale, ils votent pour le RN. Oui. Donc ça aussi, c'est... Oui, c'est un paradoxe. Donc c'est toujours cette idée d'essayer de poser quelque chose, une équation, et d'essayer de la résoudre en allant dans le pays, en fait. Compris. Et sur le moyen ou long terme, est-ce que vous avez des ambitions pour Omerta, des projets Oui, bien sûr, on aimerait bien développer Omerta, enfin continuer. Justement. Je le rappelle, aujourd'hui, c'est un magazine trimestriel de mémoire, une plateforme justement de streaming, si je puis dire, pour pouvoir regarder les différents formats vidéo. Avec application, donc avec 5 € par mois. Super. Et 50 € à l'année. Et on a une offre comme MyCanal ou Netflix de nos documentaires, doit être à peu près une cinquantaine de documentaires, on en a fait beaucoup. Voilà, et donc on a ça, on a cette offre, et puis on a une chaîne YouTube où on va pas tarder à dépasser les 200 000 abonnés. Voilà. Bravo. Et donc, du coup, si on veut vous soutenir, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Exactement. Quels seront, du coup, les grands projets là, qui vont arriver chez Omerta ? Là, on va repartir en Ukraine, probablement fin août. On a un projet sur l'exorcisme. D'accord. Voilà, donc on s'interdit rien parfois. J'ai vu que là, vous aviez fait un magazine, donc du coup, sur Enfance en danger. Voilà. Donc c'est venu d'une idée. Ça, c'est super. C'est une très bonne idée parce que c'est vrai que c'est des sujets dont il faut parler. Sur l'enfance en danger, justement, j'attire l'attention de vos auditeurs sur un documentaire qu'on a fait sur la pédocriminalité en ligne, où on est allé, on a pris simplement notre
un site internet. On était sur un site internet qui s'appelait, parce qu'il a été fermé par le parquet de Paris, il s'appelait coco.gg. D'accord. Ce site internet a été utilisé par un certain nombre de pitracailles pour piéger des homosexuels et les tabasser. Et également, il est utilisé par des pédophiles pour attirer des jeunes filles. Et une de nos journalistes s'est fait passer pour une fillette de 14 ans, D'accord. fait assez jeune, etc. Et est allée jusqu'à la rencontre avec le type. Donc toutes les étapes sont décrites. Ah, mais donc vous faites aussi de oui, de l'investigation. l'investigation. Oui, vraiment. D'accord, mais Vraiment. là en plus sur un sujet Oui. sociétal français. Oui, mais on a fait aussi au QTF, on est allé dans les CRA, discuter avec les... Souvent on parle des migrants en disant oui, il est sous EQTF, on ne sait pas qui c'est. Là, moi j'ai passé 2 heures à discuter avec les types. D'ailleurs, on dit migrant, c'est immigré clandestin. C'est bête, mais la sémantique pour moi c'est important. D'accord. Et c'est les mots de nos ennemis, mais Oui, effectivement, donc migrant, c'est la manière de dire immigré clandestin. Donc quelqu'un qui est sur le territoire de manière clandestin. illégale. Voilà. Voilà. Et donc, bon, on a fait un 27 minutes, mais c'est une belle incursion dans un endroit qu'on disait Omerta, les choses que les autres veulent pas faire. Moi, j'ai pas vu beaucoup alors, j'ai eu un peu de bol. Le personnel surveillant a été relativement, comment dire, accueillant et nous a laissé parler avec les types. Et puis, c'était très intéressant d'ailleurs parce qu'il y avait énormément de gens avec des problèmes de toxicomanie énormes. Ça, on s'en rend pas compte aussi. On dit oui dans les prisons, etc. Mais la toxicomanie, c'est quelque chose d'extrêmement, extrêmement problématique. Et surtout des gens avec des histoires de droit commun, de violence, qui ont parfois des conjoints français ou avec des papiers français, qui ont des fils ou des filles qui sont nés sur le territoire français et qu'on va expulser ou qu'on n'expulsera pas. Donc voilà. Et au milieu de tout ça, un commandant de Daesh, par exemple, voilà, qui est au milieu des mecs. Alors, l'Algérie veut pas le récupérer, il reste là, il va rester là 3 mois, il va ensuite changer de... Enfin voilà, quoi, c'est toute l'absurdité du système qui est révélée. Et c'est assez... Voilà, ça fait partie des petites... voilà, données. On fait aussi des micro-trottoirs. C'est assez marrant parce que, par exemple, on en avait fait un qui avait très très bien marché, les LGBT et banlieue. Ok. Voilà, et on avait des réponses, voilà, et on en a fait une aussi très intéressante. Alors, LGBT banlieue, c'est-à-dire la manière dont, c'est quoi, la manière dont les banlieues voient ah oui, le LGBT. monde LGBT. Bah, bien sûr, voilà. Petite anecdote, j'étais allé au moment de créer Épopée pour chercher de l'inspiration à la basilique Saint-Denis. Oui. J'y avais jamais foutu les pieds. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est extraordinaire parce que c'est là où sont enterrés les rois de France. Ouais. Alors évidemment, à la Révolution, il y a eu énormément de casse, voilà, hélas. Mais il y a encore des gisants voilà, de grands rois de France. Et donc j'étais allé pour me recueillir. Et ce qui m'a choqué à la basilique donc, de Saint-Denis, c'est qu'on est à Saint-Denis. Donc Saint-Denis, pour le coup, on parle de grand emplacement parce que il y a que des magasins, soit c'est des kebabs, soit c'est des magasins de tissus orientaux. Enfin, ça parle pas français dans la rue, vraiment, sincèrement. Et alors, ce qui m'avait, j'en souris nerveusement, mais ce qui m'avait surpris et vraiment marqué, c'est qu'en fait, donc tout cet écosystème qui objectivement on n'a pas l'impression d'être en France, alors qu'il y a la basilique Saint-Denis, là où sont enterrés les rois de France, et au sol des donc passages piétons arc-en-ciel. Donc avec la propagande justement LGBT. Et ce contraste, donc c'est pour ça ça fait écho à votre travail, ce contraste entre justement toute cette communauté voilà, qui est très très loin de ces considérations LGBT. Vous l'avez. Et au sol, et donc et ce passage piéton traditionnel et puis hallucinant. Ça avait fait une photographie, donc la basilique, le truc arc-en-ciel et les kebabs et les burkas, les djellabas. L'exemple le plus paraphé, je pense, c'est les associations genre Queer for Gaza, par exemple. Oui, non. Là, voilà, on va pas y revenir. De l'absurdie, comme dirait Sardou. Voilà, c'est ça. Voyage en l'absurdie. Et donc beaucoup de projets, beaucoup de thématiques traitées, et donc là des nouvelles choses qui vont arriver. Voilà, exactement. Bon c'est formidable. Merci en tout cas. Merci. Je voulais simplement pour finir sur une note un peu positive pour qu'on en sache un peu plus sur vous parce que c'est quand même on parle quand même de sujets lourds, on parle de conflits, on parle de conflits internes, externes, l'univers des médias aussi. Voilà, on parlait de liberté d'expression. Comment vous faites pour à un moment donné réussir à récupérer un peu d'oxygène, prendre de la hauteur, du recul? Est-ce que vous avez des hobbies, des passions, quelque chose qui vous permet un peu de vous détendre? Moi, ce qui mon kiff absolu, c'est je fais du ski, je fais du sport, machin, mais mon kiff absolu, c'est de passer ma tondeuse dans mon jardin.
non. J'adore ça. Enfin, j'ai Très bien. une petite baraque à la campagne. Ok. Je me retrouve, voilà, ma tondeuse ou jardiner. Dans Ça, quel c'est coin à le peu truc. près? Comment, en Normandie, Normandie. du côté de Ponteau-de-Mer. Ok. Vraiment, vraiment dans la campagne, Ouais. campagne. Et avec des voisins qui sont éleveurs laitiers. Enfin, voilà. Donc, je suis dans un monde totalement différent Mhm. que j'aime. Et sur le coup, bah voilà, je suis là-bas, j'atterris en 2 heures. Je suis Ouais. voilà, et plus j'y reste, alors ça me permet d'écrire, ça me permet mais c'est un coin absolument magique et voilà, et quand je suis avec ma tondeuse, 4 heures de tondeuse, là, l'autre jour, j'ai l'impression d'être un peu comme Joe Biden au D-Day, quoi. Ouais. Mais un peu raide, mais bon, Mais ça vous fait du bien parce ça que me fait ça vous du bien. permet Ouais, de penser à autre exactement, chose. c'est Et ça. c'est prouvé, hein, la pêche, la tondeuse, Ah ce genre mais d'activité, en fait, ça occupe le lobe frontal. il y Et a du coup, ça permet de laisser oui, tout l'arrière, si je puis dire, et hein, on parce que abandonne je suis même pas le téléphone. scientifique, mais on Mmh. oublie, en fait, Ouais, on se laisse complètement c'est partir ça, en méditation c'est finalement. ça, Donc c'est ça. c'est totalement cohérent. Voilà. Merci pour cette expérience. Que je comprends mieux pourquoi mon beau-père passe autant de temps à tondre. Voilà. Donc, c'est intéressant. Allez, une dernière pour la route, simplement, parce que impact, c'est aussi l'action. Voilà, on veut prouver que dans tout secteur d'activité, on est capable d'agir. Mmh. Agir déjà pour notre pays qu'on aime, parce que je Mmh. pense que c'est un dénominateur commun qu'on Oui, a. tout à fait. Et puis, et montrer qu'en fait, voilà, tout est faisable à partir du moment où on se donne les moyens et qu'on est résilient. Oui. Donc, si vous aviez un message à donner voilà, aux jeunes qui nous écoutent, qui veulent être journalistes, ou grands reporters même carrément, parce qu'on a vu ensemble que c'était pas un métier facile, Oui. voilà, quel conseil vous voudriez leur Alors, donner? heu, conseil, de vie, parce que j'ai, 55 ans et que Ouais. j'ai vécu des trucs, c'est moi, je crois qu'il donc dans ce métier, alors le métier de reporter, il y a 2 aspects, hein. Il y a des aspects, pas forcément des aspects positifs, hein, c'est un métier qui pousse à l'individualisme, Mhm. même si on a des camarades sur lesquels on compte et cetera, à qui on a fait des choses. Non, je pense qu'au contraire, à côté de ce métier de grand reporter, faut être solidement ancré. Souvent, on dit oui, les grands reporters, c'est des gens, oui, ils ont plusieurs femmes, ils vivent des vies de potache, etc. En fait, pas du tout. Les types que j'ai connus, avec qui je suis toujours en contact et qui sont des vrais frères, avec qui j'ai fait des sujets, les Noël Kidu, les gens qui ont eu des Patrick Robert, etc., sont des gens ou Véronique de Vigry, qui ont un ancrage Mm. euh, L'enracinement, ouais. familial, amical, qui ont des vrais amis, qui ont une vraie structure de vie. Mm. On n'est pas du tout pour pouvoir nous téléporter dans ces zones-là et revenir en ayant un peu toute sa tête. Il faut être ancré dans Bien le sûr. réel. Donc Ok. ça, c'est une chose qui, au-delà du métier, reste toujours très importante. Et je pense aussi la question ça c'est plus général, plus philosophique, je dirais. Il faut que nous, qu'on tende à conserver nos communautés, quoi. Mm. On est dans un monde où nos jeunes sont malheureusement la proie de tout un tas de dangers, mais surtout de téléphones portables et autres, et d'une sorte d'atomisation totale, et qu'il faut recréer des moments collectifs. C'est très important. Des fêtes, du partage. Il y a un retour à ça, c'est vrai. En plus, les gens De ont la besoin, l'être humain en nature, a des feux besoin, de la bien sûr. Saint-Jean, des solstices, Mm. des choses, des expériences de scout ou de marche, tout simplement. Mm, bien sûr. Je pense que c'est très important d'aller marcher dans De la se nature, retrouver. passer 2 jours, Mm. dormir dehors, enfin des choses comme ça. Moi, je crois vraiment à ça. Ok. Chose que le Covid nous avait appris paradoxalement, c'est-à-dire que ceux qui ont eu, comme moi, l'avantage de passer leur confinement à la campagne, Mm. on s'est aperçu qu'on a redécouvert le fait de faire des tisanes, par exemple, des Oui. choses, de pêcher le brochet, des Mm. trucs, voilà, que j'aurais jamais fait, que On a eu j'ai le fait même avec mon confinement. Moi, fils. je pêchais le bar au bord de la mer, donc Non c'est mais oui, parfait. mais c'est pareil. Moi, j'ai fait ça avec mon fils. Ah, J'aurais c'est jamais top. fait ça avec mon fils Bah si oui, ça avait été des bah oui. vacances normales. Mm. On serait allé à la mer d'un côté, Mm. il aurait été faire du ski de l'autre, euh, ou alors on serait allé dans un pays tropical. Bien sûr. Mais ça, c'était vraiment l'Orient Racine. Alors, je dis pas qu'il faut se reconfiner, mais je pense qu'il est important aujourd'hui qu'on redécouvre notre terroir, et je crois beaucoup, beaucoup à ça. Et en fait, il faut pas grand-chose Mais bien sûr. pour s'apercevoir que tout ça est absolument merveilleux. Ces moments, j'étais un peu caricatural avec ma tondeuse, pardonnez-moi, mais ces moments où on regarde la nature, où on Mm. vit en communion avec la nature, putain, mais c'est une richesse incroyable. Et notre pays est tellement magnifique. Enfin, vous le savez bien, puisque vous faites Et ce média, justement, qui met en valeur comment
toutes ces beautés, quoi, en fait, voilà. Et en fait, Mais les Français s'en rendent compte eux-mêmes parce que là, il y a donc une recrudescence ouais, des influenceurs dits terroirs. Il y a ouais, même ouais, le Figaro Magazine qui en a fait sa une, donc c'est ouais, ces ouais, influenceurs qui ont ouais, font ouais, aimer la France. ouais. Et il y a des grandes initiatives, évidemment, de banquiers populaires, etc. Et donc, Ouais, oui, je pense ce qui est le fameux intéressant, mal j'ai pour le l'impression que bien. c'est un peu fini, moi. C'est Squeezie, c'est machin, etc. On Ben, arrive à la fin des types qui apprennent à nos gamins à jouer comme des malades sur des mm. jeux vidéo et qui après viennent leur indiquer pour qui faut voter. Ouais, ouais, ouais. Il y en a un peu ras-le-bol et c'est un peu, j'ai l'impression que c'est une phase finissante. Comme toujours, les gens, il n'y avait pas de sens. Maintenant, ils veulent retrouver du sens, y compris dans les médias digitaux. Et tout ça se structure et à mon avis, c'est très positif. Bah, exactement. Et comme on disait, voilà, dans la vie d'entrepreneur, de ceux qui agissent, il y a un mal pour un bien. Et peut-être que le Covid a fait ce bien-là, justement, de Mm, vouloir se c'est ça, retourner sur, enfin voilà, peut-être. redécouvrir. Si, il y a peut-être eu un truc Mais positif. je Voilà. crois, en tout cas, je ne sais pas si je prêche pour ma paroisse, mais j'ai l'impression Ouais, qu'effectivement, dans la jeunesse, il y a ouais, un mouvement de fond qui est en train de ouais, se mettre en place avec cette nécessité de retrouver son identité, le tout à terroir fait. et les siens surtout, Ouais, ouais, tout à tout fait. simplement. Mais une fois de plus, je trouve qu'on apprécie particulièrement plus. Vous voyez, le monde global, c'est une horreur parce qu'en fait, tout le monde est identique. Et en fait, Mhm. c'est bien d'avoir Ouais, des spécificités parce que ouais, moi, quand je vais au Maroc, par exemple, je me souviens, j'étais allé au Maroc avec mon père, mais j'avais voyagé au sens littéral ouais, du ouais, terme, je m'étais éclaté parce que voilà, j'avais fumé la chicha, bu ouais, voilà, le thé vert, mangé localement, etc. Et en fait, on se rend pas compte, mais c'est ça l'échange. Et ouais, le ouais, respect, justement, bien c'est sûr. de pouvoir Ouais. apprécier ça. Et bah, Mhm. soyons des Français et tout Mais ira voilà. bien. Mais vous Voilà. savez, à l'étranger, un dernier mot, Ouais, je vous en justement, prie. quand on est français et qu'on clame ça, Mm. on est très respecté. Oui, en plus, oui. Les autres peuples ne détestent rien moins que les gens qui n'ont pas d'identité. Bah, bien sûr. Donc, autant y aller et montrer qui on est. Y compris dans Exactement. la religion. Mm. Moi, je dis que je suis chrétien, je suis catholique. Ça passe nettement mieux que de dire que vous êtes athée ou que vous en avez rien à foutre. Je vous Mm. assure. Hein. Ouais, espèce de D'abord, traumatisme de la la Révolution qui nous plupart, oblige à ça. bien Ouais. sûr, la Mm. plupart des autres peuples ne comprennent pas que quelqu'un ne croit pas. Ah oui, c'est Donc ça, c'est c'est une une dimension. spécificité française. Autant affirmer Tout ces à fait. valeurs, vous serez beaucoup plus respecté par tout le monde. Voilà. Tout à fait. Non, non. Et là aussi, hein, je rebondis sur le catholicisme. De plus en plus de nouveaux baptisés. Je crois que c'est 30% à Pâques Ouais, dernier. ouais, ouais. 18 000 pèlerins au pèlerinage de Chartres Ouais, ouais. en quelques jours. Hein. C'est-à-dire Bah qu'on pouvait oui, plus s'abonner, on pouvait plus s'inscrire. Donc oui, si on oui. avait pu, il y aurait Expérience beaucoup plus. collective. Ouais. Et en fait, j'ai l'impression que là aussi, avec des influenceurs Ouais, qui ouais, ouais. émergent aussi beaucoup catholiques. Donc en fait, là aussi, il y a un retour à la spiritualité. Et la spiritualité, c'est comment je Non, dirais, mais c'est le fluide vital d'une nation tout à fait. qui veut. Et ça n'a pas le côté vieillot catho d'avant. Non, pas du tout. C'est-à-dire, moi j'ai connu ce côté, on n'avait pas trop envie d'y aller, Ouais. c'était le truc de vieux scout, Hmm. machin. Là, non, on sent qu'il y a une vraie, que c'est authentique et Ouais. que ça vient de très Exactement. profond. Ouais, Voilà. tout à fait. Donc, non, non, la France a de beaux jours devant elle, certes de l'adversité, mais voilà, Voilà. on va Bon. y arriver, c'est ce qu'il faut se dire. Sur ces notes positives, merci encore mille Merci fois beaucoup. d'avoir accepté cette invitation, d'avoir partagé votre expérience avec nous. J'espère que les spectateurs qui nous ont écoutés auront autant apprécié que moi justement ce Mm. récit et puis de découvrir ce métier aussi de grand reporter. N'hésitez pas, évidemment, si vous voulez soutenir déjà Omerta, parce que c'est grâce à ça que Régis arrive à faire justement son travail de grand reporter. N'hésitez pas également, nous, à nous soutenir en vous abonnant à la chaîne. Il faut mettre la cloche, comme ça on est informé du reste des vidéos. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour un autre entretien inspirant d'une personnalité qui a un impact dans l'opinion publique. Merci beaucoup, à très bientôt.